dire, on est déjà à l'épisode numéro 15 du balado. Et là, je suis certaine que les petits blonds vont ajouter des effets spéciaux. Là. Une foule en délire! Hey, C'est 15! cool. Hey, ça fait beaucoup, 15! Ça fait beaucoup. Puis là, on a terminé les cours d'été. On est déjà de retour en classe, comme dans la vraie vie. Sauf que là, Montréal passe en zone jaune. Donc, en bon citoyen que nous sommes, ben, on enregistre ça chacun de chez nous avec un son un peu ordinaire parce qu'on est sur Zoom. Jonathan Roberge, Mathieu Genet, Suzy Veilleux. Bonjour tout le monde! Hey! Brap! Content de vous voir, mes amis! Très content! On venait de reprendre un petit air d'aller, se voir en personne et bang! Mais on le sentait tous venir, hein? Oui. Que la deuxième vague allait recommencer éventuellement, hein? Puis qu'il va y aller, faut retourner en confinement éventuellement, j'en suis persuadé. Donc, c'est pour ça que moi, quand le monde me dit « Pis, t'as tourné, Joe? Écoute, j'ai acheté des billets. » Puis tu fais hey, « Écoute, bro, je sais pas plus que toi ce qui se passe, man. » Mais là, Donald Trump a dit un vaccin d'ici 3-4 semaines. Et le boss du CDC a dit ouais, non, c'est pas 3-4 semaines, on parle de plusieurs mois encore. Oh oui. Donald Trump a dit non, je pense que le gars du CDC ne sait pas trop. Fait que c'est ça. Oh! Parfait, ça. Bien, si on a un vaccin à vous proposer, on vous le mentionnera sur nos réseaux sociaux. Alors, on vous invite à nous suivre. Tu sais que j'essaie de faire des liens, là. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Évidemment, on vous partage toujours le contenu dont on vous parle dans ce fantastique balado. Vous écoutez actuellement la version clean, la version Jacqueline, pour entendre nos histoires, nos anecdotes, sans censure et avec des petits bonus. Bien, c'est sur Patreon que ça se passe et ça coûte pas très cher. Combien ça coûte, les gars? Piastres! Mathieu, c'est quand la dernière fois t'as acheté de quoi de le fun à 3 piastres? Mais grand Dieu, je ne sais pas. Ça devait être dans les années 90, je présume. Bien, en 2020, c'est sur Patreon que ça se passe. On vous souhaite de vous abonner à nos niaiseries parce qu'on a pas mal de fun à faire ça. Puis on reçoit vraiment des beaux commentaires avec les gens qui sont abonnés à l'extra. On vous en donne toujours un petit peu plus. Bien, un petit peu plus, je dirais qu'on donne quasiment l'équivalent du double. On fait quasiment 45 minutes, 1 heure, des fois 1 heure et quart de retenue à parler de quelque chose qu'on n'oserait jamais parler en public. Ouais. Donc, il y a juste nos abonnés Patreon qui sont 115, si je ne m'abuse. On est déjà là. Ouais, on est déjà rendu à 115. Merci beaucoup. On l'apprécie. Hey, moi, j'ai 144. Oh, 144, les petits blondises. On est rendu à 144. J'ai regardé. La dernière fois, tu es à 115. Je suis vraiment épaté. Peut-être que les gens voulaient vraiment entendre la première fois de Rosemée Automne-Témorin. Moi, je pense que c'est pour ça. Ouais. 144, là, ça veut dire si on organisait un voyage de ski, on remplirait 4 autobus. Pensez-y. Un voyage de ski. Toutes nos fans. Le gars, tout ce qu'il fait dans la vie, il calcule avec des voyages de ski. C'est donc bien bon, ça! Hey, je te le dis, on est allé voir le match canadien, il y avait là-dedans au moins 2200 voyages de ski. Ah, c'était beau, là! Alors, on a fait le line-up à Ronde faire le monstre, là. 3 voyages de ski minimum, là! C'est tellement bon. Hey, on n'aura pas 3 voyages de ski à vous proposer sur l'item exclusif qu'on va vous proposer. On a fait un concours il n'y a pas si longtemps sur nos réseaux sociaux qui vous permettait de gagner un seul masque à l'image de notre logo, super beau logo du Pack-Sac Balado. Et là, grâce à nos très bonnes amies du Véridi Café, on s'associe avec elles et on a produit de très beaux masques. Ceux qui regardent la vidéo sur YouTube voient actuellement la barbe de Jonathan dépassée de son beau masque. Parle-nous donc avec ton masque. Ah! On respire tellement bien avec ce masque qui a été fait en partenariat, comme tu le disais si bien, avec la gang du Véridi Café à Chambly, ma douce, mais aussi avec Pat de Les Petits Monstres. Et là, Mathieu, tu dois te dire, Pat, Les Petits Monstres, de qui c'est qui parle? Exactement. Mathieu, là, c'est le temps qu'on fait du repas and shit bon, thing. Ça y est. Déjà. Eh oui. Te rappelles-tu? Ben, gars, si je fais juste te dire le skatepark de Repan, c'était où?
Le Universe. Le Universe. Et le Universe, il y avait un gérant pendant un bon bout de temps. Il s'appelait Pat. C'est le gars qui amenait mon petit frère quand j'étais jeune à l'hôpital parce qu'il s'était foulé le poignet. Puis, un Christy de bon Jack avec qui j'ai toujours gardé contact. Et Pat a un beau magasin. Parce qu'à un moment donné, Pat, il a fait « Hey, moi aussi, je veux mon magasin. » Et Pat a ouvert son beau magasin qui s'appelle Les Petits Monstres. Et c'est là que j'habille mes enfants. Toutes les belles marques que tu aimes, genre Vans, name it, là, toutes les Converse, whatever, quoi que t'aimes, que tu trouves que ça look pour des kids, bien, eux, les petits monstres, ils l'ont. Plus, ils ont leur brand à eux. Puis moi, c'est là que je commande tout en ligne, mes affaires. Et puis, quand ils ont lancé en pleine pandémie, qui est comme quoi qu'ils faisaient des masques, Léa l'a contacté parce que, comme je te dis, on y parle souvent. On achète souvent des trucs chez eux. Puis elle lui a dit « Hey, tu pourrais-tu faire des masques du Viridi? » Puis elle a fait « Oui. » Là, j'ai dit à Léa « Hey, ils sont donc mais beaux, vos masques. » Ils sont Et là, on l'a vraiment contacté. Et là, ben, avec notre logo, notre petit skull, avec son sac à dos, on a enfin les nôtres. Merci, les petits monstres. C'est tellement on vend cool. ça. On vend ça, le gros. Combien on vend ça? Et tu peux aller sur le site du Viridi, tu l'achètes pour 20$ puis il est shippé chez toi. OK. Wow. Et puis là, tu rentres ton adresse, ça arrive dans une belle enveloppe cachetée. C'est 2020, ça. Mais est-ce certifié sans antenne de 5G caché dedans? Hey, ton mononcle qui n'a pas stressé, Mathieu. OK. Tout est beau. Parfait. Il peut se mettre ça d'en face. Il est COVID-wise. Et ce qui est le fun, non seulement il est COVID-wise, ce que j'aime beaucoup, parce que j'ai essayé beaucoup de masques, et Léa et Audrey du Viridi c'est vraiment grâce à eux, parce qu'eux, ils en ont essayé une vingtaine dans les dernières semaines. Jusqu'à temps qu'il y en ait un qui fit correctement au visage, fasse hey, on peut parler, c'est le fun, on respire bien. Dedans, il est bien doublé, il est sécuritaire. Et il y a la fameuse clip pour le nez. Tu peux le serrer comme un peu plus serré au niveau du nez, puis il ne bouge plus. Fait que moi, j'étais comme. Le pack sac, on a comme profité du fait que les filles du Viridi ont travaillé fort pour trouver un masque. On a juste fait hey, les autres, c'est mort. C'est un peu ça qui s'est passé. Puis nous, ben, avec les sous, ça nous permet de payer les consoles, les micros, puis. Les petits blonds. Les petits blonds qui travaillent très fort à faire le montage de tout ça. Donc, allez sur le site du Viridi. Il n'y en a pas beaucoup. Non. Il n'y a pas beaucoup de masques parce que, honnêtement, on vous teste. Là. On veut voir. Est-ce que vous êtes à l'affût? Est-ce que c'est quelque chose qui vous tente? Si c'est sold out en 24 heures, bien là, comptez sur nous pour penser à peut-être en produire d'autres, peut-être produire d'autres items. Si c'est quelque chose qui ne vous tente pas tout, ben on va arrêter ça là. Fait que c'est le test. C'est le test. On ne veut pas vous écœurer avec ça, mais si ça vous tente, nous, on capote sur le logo que Rosie Blondie nous a produit. Alors, si vous avez le goût d'avoir des items à son image, ben ça nous fera plaisir. Hey Joe, tu as parlé de ton frère qui se foulait une cheville de temps en temps au skatepark. Oui. On a reçu une salutation sur Patreon qui est vraiment cool. Honnêtement, ça vaut la peine que je la lise au complet si ça ne vous dérange pas. Ça commence comme suit. Premièrement, je veux vous dire que votre podcast est sur la coche. Oh, merci! C'est fin. Ça, c'est fin! J'ai découvert ça en retard, comme bien des choses dans ma vie. Des fois, je m'imagine discuter avec vous car tous vos sujets sont super intéressants. Et pour vous mettre en situation, je savais d'avance que j'allais aimer car back in the days, je me tenais aux Yvelines, à Repens, à l'impro, là où j'ai connu mes joueurs d'impro préférés, Joe Roberge, Vincent Dargy et Matt Genet. Eh oui, c'est nous, les Dead Canaries. Les gens n'étaient pas capables de nous battre, on était trop drôles, on était trop bons. Vincent Dargy, le monde qui font hey, ben il n'est pas dans le podcast, c'est lui qui fait le thème principal. Oui, c'est ça, c'est un amour. Elle disait donc je suis également devenue fan de Dorothée est une salope et j'en fais encore découvrir à mes proches. Alors, la gang de Dorothée me connaissent parce que j'étais la grande fan qui prenait des vidéos avec mon Kodak numérique dans le temps, bien avant Facebook, bien avant l'arrivée des téléphones intelligents. En fait, j'ai toujours voulu remercier le frère de Jonathan, Sébastien. Mais je ne l'ai jamais revu. Je l'ai même cherché à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux, mais sans succès. Cette histoire anecdote m'a prouvé que même si tout s'acharne sur toi, il y aura toujours un petit quelque chose ou un petit quelqu'un pour te donner la main et te dire de ne pas lâcher. Alors, voici l'anecdote. Je suis en secondaire 1 à JBM. J'imagine que c'est le nom de votre polyvalent. Jean-Baptiste Meilleur. Et pour les intimes, c'était à la JB. Ah, voilà. Elle dit, mise en contexte complète, en fait, je vivais vraiment énormément beaucoup d'intimidation. J'ai pas été chanceuse, j'avais beaucoup d'acné dans le visage, j'essayais tant bien de mal d'être bien dans mon petit corps qui changeait beaucoup trop vite pour moi. Bref, à un moment donné, la cloche sonne,
Ça, c'est quelque chose que je dis souvent, la sonne-cloche. Non, non. La cloche sonne. Mon cours de géographie termine. Je me lève de ma chaise et j'aperçois une tache rouge sur ma chaise. Bam! Ben oui, vous comprenez. J'ai mes premières menstruations. Une belle grosse tache rouge qui apparaît sur ma belle jupe en jeans. La honte, tout est chose. Tu sais, déjà que j'y vivais pas mal d'intimidation, je savais pas où me mettre. Ben Sébastien s'en rend compte de ma situation très inconfortable et ni une ni deux, il me prête son chandail de laine et me dit « Tiens, mets ça sur ta taille, redonne-moi ça à la fin de la journée, ma fille. » Nos casiers étaient voisins et il me semble qu'on était dans le même autobus scolaire. Bref, quel geste de gentillesse que je n'oublierai jamais. Je devais avoir 12-13 ans, j'en ai 34 aujourd'hui, puis je m'en rappelle comme si c'était hier. J'aimerais le remercier, j'aimerais que Joe fasse suivre le message. Et comme cette histoire a un lien avec l'école, bien, vous pouvez raconter ça à votre podcast. Alors, en ces temps difficiles de pandémie, votre podcast, c'est du bonbon pour les oreilles. Merci à vous. Et à mon avis, tout ce qui touche Genet, Roberge et Dargy devient de l'or. Alors, merci pour vos projets. Ils me font vraiment du bien. De D. Audrey Bouchard, la grande fan des Dorothées. Bisous et câlins! Ah, hey! Wow! Hey, pour vrai, je te replace très, très bien, Audrey. Je sais qui tu es. Nice. Je me rappelle que tu étais tout le temps dans les shows des Dorothées, justement, à filmer. Je me rappelle de toi qui filme. Je trouvais que tu rockais. C'était comme une des seules punk girls à notre école. Tu sais, avec des pants carottées rouges. Bien assumé, là. Ouais. Une vraie, genre, tu comprends? C'était pas, elle se calissait des autres, jamais son attitude. Puis elle venait à l'impro, puis je me rappelle que chaque fois que je lui parlais, je la trouvais super intéressante. Et je trouve ça touchant, l'histoire de mon frère, parce que mon frère avait beaucoup la réputation d'être un skateboarder stone tout le temps, puis que il était beaucoup dans sa bulle, puis qu'il était un peu weird, puis tu connais mon frère Seb, là. Tu sais, il est pas méchant, mais c'est un gars, il est dans son univers, tu sais, il fait ses petites affaires, puis toujours en skateboard, puis je trouve ça cool que quelqu'un souligne un beau geste comme ça qu'il a fait parce que c'est vraiment quelqu'un avec le cœur immense. Je pense que s'il y a quelque chose qui, dans ma famille, on est agressif et on a un cœur immense. Je pense que on est tous comme ça. On tilte facilement, mais tu sais, ça m'étonne même pas de mon frère. Ah, c'est cool. Je l'imagine très bien enlever son chandail de laine, un peu grunge. Tu te rappelles quand il était un peu weirdo, mon frère, il s'habillait genre de grunge des années 70. Il y avait une coupe de... Il trouvait ça hot d'avoir les cheveux de René Simard. Il portait des t-shirts serrés de marque. Il avait le look des Z-Boys. Oui, vraiment, vraiment. C'est tellement ça. Z-Boys, qui était une gang de skateboarders des années 70 en Californie. Et il y avait un très gros chandail de laine tout décalissé tout le temps. Fait que je le vois très bien enlever ça et dire à la fille « Hey girl, mêlée, pas de stress, man. Tu me leur donneras. » Genre, je sais qu'il n'a même pas hésité. Je sais que c'est mon frère. Puis... Ah, c'est cool. Ouais, vraiment. Cool. En tout cas, thanks Audrey de nous écouter. Merci pour les beaux mots. Très apprécié. Très, très, très apprécié. Hey, les gars, votre matière aujourd'hui, vous allez parler de quelle matière scolaire, Mathieu? Et là, moi, je fais en fait un résumé de lecture du film, du livre Dune, et je décortique la bande-annonce qui est sortie la semaine passée pour ceux qui n'auraient pas trop compris de quoi il était question, de quoi on parle. Ah, c'est cool. Ta matière, Jonathan? Alors, ça sera un mélange d'histoire et de musique, car on poursuit avec le 3e de 4 volets sur l'histoire du punk rock. Il y en a 4? Il y en a 4 et c'est le 3e aujourd'hui. Je vais t'avouer qu'aujourd'hui, quand je l'ai écrit, j'ai fait « Hey, je me suis lancé dans quelque chose, moi, tabarnache! » Alors, aujourd'hui, c'est le 3e. On parle des années 90. Et puis, à la fin, cool. Je vous dirai de quoi on parle à la toute fin, le 4e tome. Et puis, ce que je suis content, c'est que j'ai eu des super beaux commentaires, même si j'ai eu quelques messages je savais que ça allait arriver. Ben oui. Des érudits qui me disent « Hey man, nanana », puis tu fais « Non, t'as pas compris. » Moi aussi, j'ai reçu des messages qui disaient « Ben non, c'est pas eux autres les grands-pères du punk. » Ben là, c'est qui de bord? Ah, voilà. Ça me fait rire les gens qui écrivent ça parce que tu fais « T'as pas écouté ce que j'ai dit, chum. T'as pas du tout écouté ce que j'ai dit. » J'ai précisé la naissance du punk rock. Il y a eu beaucoup d'autres choses avant qui ont influencé le punk rock. Je l'ai dit à peu près 850 fois. Puis il y a un gars qui m'a dit « Je vois même pas comment tu peux faire le lien entre les Ramones et la musique emo. » Puis j'y ai fait « Ben écoute, ça doit être compliqué pour beaucoup de choses dans ta tête quand tu fais Montréal-Québec. » Puis tu vois, il y a plein d'autres villes entre les deux! Tu dis, ben oui, chum, ben oui. Je dis pas que le emo a existé parce que les Ramones ont existé. Je te dis juste que c'est l'évolution d'eux. Puis ça a passé par plein de chemins. Puis la différence, c'est que toi, tu as acheté 3 CD de punk rock dans ta vie, puis les autres, tu les as gravés, puis là, tu viens me gosser en m'écrivant des insultes.
quand j'ai passé à peu près, vous me connaissez, 8 heures à lire sur le petit sujet pour te faire un 12 minutes de résumé. Alors, arrête là, Joe, là, on va pouvoir remplir juste 2 autobus de voyage. Ouais, c'est ça! Hey, quand ça va faire 11 ans que tu deals avec des haters, là, puis des messages que tu reçois, tu vas avoir la même attitude que moi en début d'ouverture de micro. Tu vas tout leur dire « Tête mon rime de cul, puis calisse-moi patience. » Quoi de neuf, toi, Suzy, de ton côté? Une femme par port. Le rêve! Oui. Fait que c'était ça mes actus, moi. Cool! On part de ça, ce podcast-là? Hey, tellement! It's on! Pis sa musique, backstage avec des stars qui se mettent. Jonathan Roberge qui parle, ou Jonathan Roberge qui chiale. Mathieu Genet, le vieux qui crèche. Tout le monde sait que c'est un stoner. C'est l'heure du Backsack Balado, avec leur 3 euros. C'est l'heure du Backsack Balado, avec leur 3 euros. C'est l'heure du Backsack Balado, avec leur 3 euros. C'est l'heure du Backsack Balado, avec leur 3 euros. Le Backsack Balado, avec leur 3 euros. Ah ouais. Et voilà! Hey, on parle-tu de notre sujet favori? Vas-y, Le c'est quoi? punk! Oui! C'est moi qui va commencer! Yes, sir! Hey, puis de toute manière, j'ai fait de la radio aujourd'hui. Je suis vraiment fatigué. Je travaille depuis 7 heures le matin. Ça fait partie de mes journées rough les jeudis. J'ai beaucoup trop d'affaires. Fait que c'est le fun que je fasse ça en partant parce que j'ai encore un sourire et d'énergie puis j'ai juste bu 2 verres de whisky. Yes, sir! Alors, les petits blonds, musique! C'est au début des années 90 que de blancs-becs adolescents ont commencé à mettre de gros souliers ethnies avec des bas dedans pour le gonfler la languette du dessus pour se faire croire que ça protégeait leurs pieds lorsqu'ils popaient des kickflips. Eh oui! Les banlieues blanches cossues de l'Amérique du Nord regorgeaient d'enfants TDAH non diagnostiqués qui passaient leur journée à waxer des chaînes de trottoir pour skater, à flâner dans des parcs à fumer du hash avec l'argent de poche donné par leurs parents et à rien faire sur le bord d'une piscine d'un de leurs amis qui l'aimait pas tant, mais vu qu'il y avait une piscine puis que son cousin Cole lui ramenait des VHS de Beavis and Butthead des États-Unis, ben il se tenait avec. Ils étaient, sans le savoir, dans la mire des gros majors. Ils étaient la prochaine cible des grosses maisons de disques. Ah! Ces enfants étaient en danger, Jonathan? Non. Leur portefeuille est celle de leurs parents, oui. Je vous entends donc dire, ben voyons donc, Joe, ça se peut pas, c'est pas de même ça marche. Laissez-moi vous raconter comment le mouvement punk rock indépendant des années 70 est passé par le hardcore, l'anarcho-punk pour finir dans des pubs de Subaru Impreza dans les années 90. Tout commença avec, oh oui, vous allez apprendre aujourd'hui, mes amis, même vous, Suzy et Mathieu, je vais vous apprendre des choses que vous ne connaissiez pas sur le punk. Yes! Tout commença avec le buzz autour de Nirvana. Oui, 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 cette musique qui porte des cordes du roi qui pue le botch et ces t-shirts qui sentent l'humidité de la pluie de Seattle. Hein? Les maisons de disques cherchaient le prochain Nirvana. Les maisons de disques cherchaient, OK, je me suis fourré dans mon... OK. C'était la course. Oui, Nirvana vendait des millions d'albums et les maisons de disques les avaient signés, surtout la maison de disques les avait signés, passait pour des génies. C'est alors que les autres maisons de disques ont engagé des chasseurs de talent et sont tombés sur des albums indépendants de Bad Religion et de Green Day. Et là, ces chercheurs-là on dit à des maisons de disques, « Oh my God, this is the next rock and roll. » And we can vendre à des petits blancs qui vont têter de l'argent à leurs parents pour s'acheter des records. Parce que le grunge, c'est tough en tabarnak à vendre un gars qui veut se suicider. Et ils avaient vu juste ces hommes qui avaient signé Green Day avec leur album Dookie, qui s'est vendu à plus de 2 millions d'albums, les 2 premières années seulement, et Stranger Than Fiction de Bad Religion, qui s'est certifié disque d'or pas longtemps après.
Bon, là, on n'était pas ici pour écouter la soundtrack d'Édouard Romain d'Argent au complet. Tabarnak! Ah, c'est ça, hein? On va écouter un extrait de la chanson, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, Green Day, mettons que tu ne sais pas d'où t'arrives. La chanson qui a fait en sorte que la maison de disques qui a signé Green Day a déclaré, sans le savoir, la guerre à toutes les autres maisons de disques. Okay? C'est que là, tout le monde voulait un prochain Nirvana et le gars qui a découvert Green Day et qui les a signés, ça prend une seule chanson et je peux vous faire vendre des millions d'albums avec un nouveau style de musique. Et il a choisi, c'est lui qui l'a choisi sur l'album, il a choisi When I Come Around de Green Day. I heard it all before. Satan knocked at my door. I'm a loser and the user, so it's only no accuser to try and flag me down because I know you're right. Eh bien oui, vous connaissez tous cette chanson, mais vous ne saviez pas qu'elle avait été la balle dans le fusil sur la ligne de départ de la course à la commercialisation du punk rock des années 90. Nice. Et l'autre band qui, pendant ce temps-là, a signé aussi sur un autre major, après avoir été indépendant pendant plus de 10 ans, il s'appelle Bad Religion. Et Bad Religion était reconnu pour avoir des propos très engagés, pointus. C'est des gens qui sont extrêmement intelligents. Très lucides, oui, c'est des gens extrêmement intelligents. Et ils ont accepté de signer à la surprise de beaucoup de leurs amis, avec un gros major, avec un beau gros chèque, on va faire... Mais ce qui va avec ça, c'est les tournées de promo. Bad Religion, ceux qui mettent un signe anti sur une croix, là, okay? Ceux qui mettaient la croix à l'envers, ceux que leur T-shirt était interdit dans les écoles, saviez-vous qu'ils avaient déjà fait la tournée des médias pour promouvoir Stranger Than Fiction comme s'ils étaient les Backstreet Boys? Et saviez-vous que j'ai déniché pour vous, et le son ne sera pas très bon, un extrait de Bad Religion à David Letterman pour la promo de leur album. Bon. The song they're performing tonight appears on their new CD right here. It's called Stranger Than Fiction. Ladies and gentlemen, please welcome to the program, Bad Religion. Here we go. Non, mais hein? Non, mais ça, est-ce que ça te surprend? Ce qui me surprend d'un band qui a eu des propos aussi engagés, aussi indépendants, puis tu vas comprendre pourquoi là où je m'en vais après ça, soit allé pas à David Letterman, c'est qu'ils ont fait la tournée promo, ce qui, eux, n'étaient pas habitués de faire. Ils sont allés jouer à MTV dans des shows où les gars se faisaient « What the fuck? Qu'est-ce que je crisse ici, man? » Parce que faire des entrevues. Même NoFX, qui est comme le band le plus qui veut rien savoir, font ce genre d'affaires-là aussi, le Letterman puis tout ça. Tu sais. Mais Letterman, oui, je sais qu'il est apprécié de beaucoup de gens. Mais c'était plus pour surprendre des gens qui pensent que Bad Religion, ils sont anticapitalistes là-dedans, puis tu fais « Ouais, mais comme n'importe qui, il faut qu'ils gagnent leur vie, puis ils sont allés sur des shows télé. Il suffit juste d'écrire Bad Religion Interview sur YouTube, puis tu cherches, puis tu vas arriver à David Letterman, tu vas arriver à des gros shows de MTV où ils sont entourés de stars pop de ces années-là, puis tu fais « Pauvre gars, man, qu'est-ce qu'il calissait là? Ouais. » Mais tu sais, je sais pas si tu te rappelles, à cette époque-là, ce disque-là, Stranger Than Fiction, la pochette, tu l'as vu sûrement aujourd'hui? Ouais, dégueulasse, là. Bon, ça a l'air de 5-6 papas, là, tu sais. Oui. Ils ont commencé en 79, eux autres, je crois. Oui, en 1979. On est déjà comme 15-16 ans plus tard. Fait qu'ils sont déjà quand même dans la trentaine. Moi, je me rappelle que ces gars-là, ils avaient l'air des papas, tu sais. Oui. C'était comme des Backstreet Boys. Tu checkes la pochette, ils ont l'air de s'habiller chez Costco. C'était merveilleux. Oui, il y avait un style particulier. Puis c'est ce que j'aimais, moi, d'eux, qui étaient comme à part, plus vieux que les autres, moins juvéniles, avec des propos intelligents. Puis ça m'a comme étonné en lisant beaucoup sur eux dernièrement. Puis là, il y a la biographie qui vient de sortir que j'ai hâte de lire. Ouais. Et d'apprendre que les gars avaient détesté faire la tournée. Puis ils avaient toujours été indépendants. Parce que c'est là que je m'en vais. Les maisons de disques, s'arrachaient les bands punk rock qui flânaient dans les bars depuis déjà plusieurs années. Le cash était là, les maisons de disques le savaient. Bad Religion ne tripant pas sur la distribution de leurs albums, sur le partage des revenus des gros majors. Ils se disent « Hey, on n'est pas plus cave qu'un autre. On a déjà notre propre...
Brett, le guitariste, a parti Epitaph au début des années 80. Puis il fait « Hey, les gars, on va continuer à s'autoproduire. On a vu que ça prenait pour pogner. On a fait un vidéoclip comme ils nous ont dit de faire un vidéoclip. J'ai maintenant les contacts. Je vais nous lancer. Chicane à l'interne. Brett fait comme « Ben, je décalisse du band si vous voulez pas être sur Epitaph. » Fait que les gars font « Ben, on a un contrat. On va respecter notre contrat. » C'est pour ça qu'ils ont fait des albums qui étaient plus sur Epitaph durant les années 90 et sont revenus à Epitaph lorsque Brett est redevenu leur guitariste. Mais bref, Brett a fait « Moi, là, j'ai compris comment ces machines-là fonctionnent. Je me suis fait des contacts et je vais faire la même chose avec le punk rock, sauf que là, l'argent va être distribué d'une autre façon. » Et là, il a décidé de signer 3 bands. Il a produit 3 bands. Il a produit l'album Let's Go de Rancid, Punk and Drublick de NoFX, et Smash de The Offspring. Yes! The Offspring, à eux tout seuls, avec cet album-là, ont vendu 11 millions d'albums. Aïe, c'est... Ce qui est considéré encore, à ce jour, l'album le plus vendu ever sur une étiquette indépendante. NoFX et Rancid sont plusieurs fois disques d'or avec leur album. Fun fact, Mathieu, que tu vas beaucoup aimer, lorsque NoFX ont signé avec leurs amis, avec qui ils avaient fait de la tournée pendant 10 ans dans les années 80, en disant « OK, c'est cool, tu vas nous distribuer, tu vas t'occuper de nos shit, on te fait confiance, mais nous autres, on n'embarque pas dans ton hostie niaisage de vidéoclip. » Là, ça, nous autres, plus capables de ça. Là, il n'y aura pas de vidéoclip avec nous autres. Puis si on fait un vidéoclip, ben, il ne passe pas à MTV, on n'aime pas MTV. Fait que les gars ont fait pas de trouble. Et puis, sur ces 3 bands, The Offspring et Rancid ont accepté de faire des vidéoclips. Ça faisait partie du nouveau package deal de comment vous vendre. Alors, on écoute un extrait de The Offspring. Vous allez tout de suite reconnaître la chanson qui est servie d'extrait. The Offspring, qui était ami avec Brett, qui avait déjà fait de la musique avec lui, il n'y avait aucun problème, il décide de vendre un petit 11 millions d'albums, alors qu'ils sont regardés de haut par l'industrie en se faisant c'est des petits punk rockers. Vous voulez pas signer avec les majors, vous voulez vous jouer étiquette indépendante, bonne chance, finalement, il vend 11 millions d'albums. L'autre, je ne savais pas, il a fallu que je cherche beaucoup. Rancid, sur l'album Let's Go, avec la chanson Nihilissime, avait accepté de faire un vidéoclip. On en écoute un extrait pour ceux qui ne replacent pas la chanson. Come into the Union District, drive down on Chum and Palms, white ghettos paint up and shop, booking out and booking from. When some bullets get to come out, stand up, guys, hit the shot, the moon took them, release it from more, something, door rejection, door destruction. Extrêmement difficile de trouver des endroits qui vont diffuser le vidéoclip, mais aujourd'hui, vous pouvez le voir sur YouTube. C'est Rancid, tout jeune, avec leur gros mohawk, plein de studs, qui avait accepté d'embarquer dans le deal de Epitaph, de faire « Hey, on va se battre contre les gros majors à notre façon. » On se rappelle que NoFX avait refusé, était le seul qui avait refusé de faire un vidéoclip pour MTV. Ce qui nuit un peu à leur vente, mais qui est considéré dans le cœur des punk rockers encore comme dans les albums skate punk, punk and drublick. Mais à quel point ils ont changé d'idée? Parce que je sais qu'il y avait un vidéoclip pour Leave It Alone. Oui, ils ont fait des vidéoclips. Le vidéoclip, c'était pas ça le problème, c'était qu'ils refusaient qu'ils passent à MTV. Et les gars de Epitaph faisaient « Dude, mais pourquoi on ferait un vidéoclip de bord? » Il fait « Nous, on veut pas de fucking vidéoclip chez MTV. » On les aimait. Je ne sais pas pourquoi ils les aimaient pas. C'était sûrement une guerre d'ego peut-être à un moment donné. Aussi. Si tout le monde est sur MTV, nous, on n'y sera pas. Oui, mais c'est bonne chance pour te faire voir. Il n'y a pas de YouTube, tu sais. Vous vous rappelez lorsque je vous ai parlé de la fameuse soirée où tout a commencé pour plein de bands punk en Grande-Bretagne? Tu sais, le fameux show où tu avais les Ramones dans un coin de rue, les Clash à l'autre, avec les Sex Pistols, puis The Smith dans la salle, avec tout plein de... Ben, je pense que la journée où The Offspring et NoFX ont décidé de mettre leur nom sur un bout de papier
avec Epitaph, je pense que c'est là que le punk rock, skate punk tel qu'on le connaît, a changé la donne du punk. Ça, c'est vraiment mon point de vue et je serais prêt à le débattre longtemps parce que je me dis que si ces 3 bands-là ne signent pas à cette époque-là avec Epitaph et ne sortent pas ces 3 albums qui deviennent des méga gros hits, peut-être que les gars se lassent après 12, 13, 14 ans à faire de la tournée dans des trucks, à faire une crise de scène, puis à lire les biographies de certains d'entre eux. À un moment donné, les gars étaient tannés. Peut-être qu'aujourd'hui, pas peut-être, on n'a pas Fat Record, on n'a pas Hellcat, qui sont 2 autres gros joueurs qui sont devenus des labels parce que après, tu sais, Fat Record existait déjà quand Fat Mike a parti ça en 1990. Il avait parti son truc, c'était indépendant, c'était le fun. Mais là, c'était j'embarque dans ton projet de me faire vendre, tu sais, à du monde qui ont de l'allure. Parce qu'à une manière, il faut qu'on gagne notre vie. Fait que je pense que si ce move-là se fait pas de ces 3 signatures-là, je ne sais pas si la musique punk rock telle qu'on la connaît serait la même aujourd'hui. Si Brett ne prend pas Epitaph à ce moment précis, pas en 1980, quand en 1994, il fait « OK, là, je catch la game, puis là, je vais vendre mes bands comme les pop stars. » Fat Mike fait pas peut-être « Hey, bro, je pense que tu as raison. Il y a une possibilité de monter une structure, de faire de la promo, puis de ne pas crosser le monde, qui a un bon revenu avec les artistes. » Fun fact aussi, pour ceux qui ne savent pas, lorsque tu signes un album, je ne sais pas si c'est encore le cas, ça l'était dans les années 90, début 2000, lorsque tu signais un album avec Fat Records, c'était à la base pour un album. Eux, leur but était « Menotte-toi pas avec nous. T'es un jeune band, on croit en toi, on a écouté ta démo, t'es bon, vous êtes bonne, mais ne te lie pas avec nous. Tu vas le regretter. » Fait que le but, c'était, si je peux t'aider dans ta carrière, t'es rendu où? Nous, on va faire la promo pour t'aider. D'où là le fait que, mettons, un band comme Anti-Flag, qui était déjà très connu, a signé au début des années 2000 pour un album avec Fat Record. Fat Record qui a été fondé par le chanteur NoFX. Hellcat a été fondé par Brett, mais est l'idée originale de Tim Armstrong. Cat, qui est plus reggae, punk... rockabilly, oi, c'est ça. Là, juste pour le fun. Là, c'est pour les connaisseurs. Les connoisseurs. Là, je vous ai dit que les connaisseurs... moi, je crois que la genèse du punk rock telle qu'on la connaît dans les années 90 date de cette journée-là où ils ont tous accepté de signer un contrat, ces 3 groupes-là, avec Brett. Le point tournant pour moi est là parce que c'est ce qui met au monde Fat Record, Epitaph et Hellcat Record, puis qui les rendent crédibles aux yeux de beaucoup de gens. Je vais nommer quelques bands de musique qui ont été mis en valeur avec ces boîtes-là. Je sais que je vais nommer beaucoup de groupes de musique. Je tiens à m'excuser aux non-connaisseurs, mais les connaisseurs vont faire « Hein, what the fuck? » sans ces boîtes-là. On ne connaîtrait sûrement pas. Vous êtes prêts? Ça, c'est juste pour Epitaph. Millencolin, Weezer, Pennywise, 10-Foot Pole, Social Distortion, Frenzal Rhomb, All, Agnostic Front, The Cramps, The Distillers, Green Day, Guthermouth, The Hives, The Vandals, Union 13, Tom Waits, SNFU, Race Fist, Randy, Fuse, NoFX. Ça, c'est des bands qui, à un moment donné, dans leur carrière, ont accepté de jouer la game avec Epitaph et faire « OK, cool, qu'est-ce que tu peux m'amener? » Qui, eux, ont mis au monde et ou signé des bands à qui on donnait un coup de main, tels que Anti-Flag, Against Me, The Ataris, The Lawrence Arm, MXPX, No Use for Name, Rise Against, Propagandy, Wizo, Bad Cop, Descendants, Good Riddance, Lagwagon, Face to Face, Less Than Jake, Mad Caddies, Me First and the Gimme Gimmes, Strung Out, The St. Catharines, Subhuman. Je tiens à dire que si, à un moment donné, Brett ne s'assoit pas avec Tim Armstrong et Fat Mike pour dire « Les gars, je veux vous montrer comment vendre le punk rock. Laissez-moi signer un album avec vous autres. » Je ne sais pas si tous ces bands-là, il y en a beaucoup qui existaient avant, est-ce qu'ils acceptent à un moment donné d'embarquer dans les Vans Warped Tour de ce monde, dans toutes les grosses tournées qui ont suivi? Permettez-moi d'en douter que Millencolin serait connu aujourd'hui ici si ce n'était pas de ces gars-là. Là, ce que tu me dis, c'est si ce moment charnière-là ne s'était pas passé, j'aurais trippé sur House of Pain. C'est ça que je te dis, Mathieu. C'est ça que je te dis, man. Et là, je continue. Le punk rock a explosé au début des années 90.
La mode vestimentaire est maintenant vendue dans des magasins grande surface. Tu peux retrouver facilement du linge dans lequel ta mère te dit « Hey non, on ne va pas acheter grosses marques, tu vas acheter les marques de skate un peu moins chères. » Mais tu peux retrouver quand même des vêtements et te faire un style, une identité qui est identifiée beaucoup à ce style de musique-là. Les gens qui font du skate, du snowboard, du surf, même les hockeyeurs professionnels s'approprient le style des petits punk rockers. Les Bruins de Boston embarquent sur la glace. C'est du Dropkick Murphys qui joue. La chanson Bro Hymn de Pennywise est empruntée par les Islanders de New York, les Flyers de Philadelphie, les Sénateurs d'Ottawa et même que les Devils de New Jersey. Un petit fun fact sur Bro Hymn. La chanson, c'est la chanson depuis le début des années 2000 pour les Ducks d'Anaheim. Chaque fois qu'ils scorent un but, c'est cette chanson-là qui part. Et lorsqu'ils ont gagné la Coupe Stanley, Pennywise a suivi sur un wagon. Puis ils ont joué la chanson sur repeat non-stop toute la journée pendant que les gars fêtaient avec la Coupe Stanley devant tout le monde genre, durant la parade. Oui, Mathieu? C'est quoi la tourne d'intro du Canadien? Coldplay. Oh, je pense qu'on a un message, là. Je pense qu'il y a quelque chose, là. En tout cas. Alors, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, mettons, juste, vous l'avez déjà entendu. Je pense à un extrait, si vous voulez, les gars. Tu peux la laisser pas fort en arrière. Ben, c'est un tout petit peu. Cette chanson, qui à la base était dédiée à un des membres du band qui s'est enlevé la vie, jouait dans les skateparks. Et les écouteurs des petits ados, jouent maintenant dans plus de 24 stades à travers le monde. Soccer, football, rugby. Team Canada la faisait jouer aux Olympiques lorsqu'il marquait un but. Après que les bands comme NoFX, Bad Religion, Rancid, The Offspring aient galéré et trimé dur durant les années 80, les années 90 rentabilisent et chacun est à la tête de son petit empire. C'est comme si le do-it-yourself qui avait tellement mis le punk rock sur la map était rendu au stade de do-it-yourself, ta propre maison de disque, chum. T'es rendu là. Et ils ont vu le potentiel et ils n'ont juste pas accepté de se faire fourrer par beaucoup d'entreprises. Ces bands-là ont fait l'équivalent d'un gros fuck-off, on va s'autoproduire, le timing était là, l'attitude juvénile du skate-punk plaît à de nombreux kids, et là, kaboom, ça explose. Là, tu peux mettre mon extrait et je vais parler jusqu'à la fin par-dessus. Le punk rock des années 90 est devenu une machine à imprimer de l'argent. De 1976 à 1990, il y avait seulement eu 8 festivals de musique punk notoires. Sur ces 8-là, il y en a seulement 2 qui ont survécu plus de 2 ans. Depuis 1991, c'est par centaines qu'ils se comptent aux 4 coins du globe et c'est plus de 24 gros festivals qui ont maintenant plus de 20 ans d'histoire. La merch, les posters, les shows, les festivals, les années 90 sont des années en or pour le punk rock. Musique qui avait été marginalisée est maintenant une grosse business à imprimer des gros bidous. Elle joue dans les films d'ados, les émissions de télé, les films de skate, les films de snow, est associée à des grosses marques comme Vans, DC Shoes, Red Bull. Le punk rock et son style skate punk passent maintenant à la télé grâce à du monde comme qui? À ceux qui ont décidé de, eux, continuer peut-être à semi-s'auto-prostituer et à ne pas signer avec des petits labels. Je parle bien de Blink-182 et The Offspring, qui, eux, partout, on passait du Blink. Encore, on passe du Blink. Ils ont accepté, eux, de partir une autre vague de punk rocker pop, où après ça, tu as eu les Good Charlotte, New Found Glory, tous ceux qui ont accepté Sum 41, qui, eux, jouaient cette game-là de « Ouais, on est des punkers, c'est juste qu'on aime ça être millionnaire ». Puis The Offspring a juste jamais arrêté, puis ils jouent en ce moment partout dans des films, dans des stades. Et là, juste un petit fun fact sur financier. Oui, j'ai fait beaucoup de recherches, vous me direz. Juste en 2020, Fat Mike fera 5 millions de dollars, mais 6,5 en incluant Fat Record. Greg Gaffin de Bad Religion touchera 5,5 millions de dollars. Tim Armstrong de Rancid touchera près de 13 millions de dollars. Et là, je vous parle de royauté, de leur entreprise, de leur vente de disques. Brett, guitariste et propriétaire de Epitaph, fera 12 millions de dollars. Et ça, c'est pour ceux qui étaient indépendants, à qui je lève mon chapeau de dire bravo, vous avez réussi à avoir une industrie
l'industrie, à comprendre une industrie, à vous impliquer et à changer la musique pour vraiment longtemps. Vous méritez cet argent-là. Je ne crois pas, en tout cas pas à ce que je sache et ce que j'ai lu, vous ne semblez pas avoir fourré du monde. Là, on tombe dans l'autre gang et là, on parle de gros crises de cash. Dexter Holland, chanteur de The Offspring, à lui seul, vaut 80 millions de dollars. Blink-182 vaut en ce moment 148 millions de dollars. Mark aurait une fortune estimée à 72 millions. Travis aurait une fortune évaluée à 50 millions. Tom a une fortune évaluée à 80 millions de dollars. Green Day vaut en ce moment 150 millions de dollars. Et ça fait beaucoup de cocaïne, ça. Alors, on voit le gap entre ceux qui ont fait un fuck-off, on va pas avec les majors, et on reste indépendant. Ils font quand même du 5, 6, 7 millions de dollars versus les autres qui en font 80, tu sais. Alors, c'était mon 3 de 4. C'était ma façon à moi d'approcher le punk rock des années 90 après avoir... J'aime ça qu'on termine sur le cash. Ouais, c'est de vous montrer que Bravo, oui, Jonathan. c'est un angle que j'ai pris, mais je dénonce rien là-dedans. Au contraire, moi, je pense dans la vie qu'avoir du cash, tu as travaillé pour, ça, tu le mérites. Ouais. Tant que tu n'as pas fourré personne, c'est à toi. Alors, je vous donne un indice avec le prochain extrait musical qui sera le 4e tome. Il doit être rendu en 2000, quelque chose. Oh my God! On va là? Je ferai l'histoire du punk rock au Québec, de ce qui s'est passé pendant 30 ans ici. C'est nice, de parler de moi pendant 1 seconde. Je vais parler de toi. Je n'aurai pas le choix de parler de Très toi, hâte. Mathieu. Ben, ça va nous donner une méchante bonne raison de te faire jouer, en tout cas. Yes! Ah, c'est donc bien le fun. Puis, tu sais, on aime, comme vous avez remarqué, on aime maintenant recevoir un invité de temps en temps. On avait parlé de jaser avec Mewdy. Ouais. C'était cool. Fun, ça aussi. Oui, Hugo m'avait confirmé qu'il viendrait. Il faut juste qu'on regarde les dates avec lui. J'aurais beaucoup de questions à lui poser Mais ça. sur ce que c'est que la tournée avec ces groupes-là qui font des millions de dollars pendant que toi, tu fais peut-être genre 50 fois moins puis que tu ouvres, mais que tu es quand même signé sur leur label. Tu sais, c'est quand même nice. Tu vis cette vie-là quand même. Là. Ouais, tu vis la vie de rockstar qui se promène dans un gros autobus qui est signé sur Fat Records. Ça doit être nice. Ouais. Et puis, la raison pour laquelle vous avez remarqué sur mes 3 tomes que je fais, et je n'ai pas parlé du punk rock féminin, parce que tu en avais parlé dans un épisode avec les Bikini Kills, tu avais parlé du mouvement. Fait que ce n'est pas genre parce que je me crisse du mouvement de T'as punk rock même féminin, droppé de Distillers. Je suis satisfaite. Ouais, mais il y a beaucoup plus que ça. Il y a eu vraiment un beau mouvement à côté tout le long, beaucoup plus petit, mais qui existait puis qui se battait pour survivre. Puis les Bikini Kills, c'était à la tête de ça. Puis plein d'autres beaux bands, mais tu en avais déjà parlé, fait que je m'étais dit que ça serait juste du redit. Fait que, alors, j'ai décidé d'opter pour finir avec le punk rock Québec. Vraiment cool. Merci, Joe. C'était vraiment intéressant. C'est-tu là? Ben ouais. Ça doit être là. Hey, Joe, merci. C'était très intéressant. Encore une fois, vraiment hâte Ça fait d'entendre le plaisir. prochain. Très bon. Mathieu, tu nous décortiques une bande-annonce d'un film très attendu Ah oui. à venir, Beto Beto. Oui, ben en fait, je fais plus que ça, là. OK. Je vais vous expliquer, là, bon. Le 9 septembre dernier... C'est ma fête, ça. Ah oui, c'était... Hey, bonne fête, esti. Merci, j'ai l'âge du Hein? Christ. Moi et Mathieu, on avait commencé à préparer en plus un truc. Hey, on va te le faire la semaine prochaine. Ouais, on va te le faire la semaine prochaine, c'est sûr. Est-ce qu'on est poche? Ah oui, moi Et et Matt, maintenant, on l'a m'appeler. commencé en plus dans une conversation. Puis maintenant m'appeler Madame Christ pour l'année, s'il vous plaît. Ben oui. Hey, on s'excuse, Suzy, mais gars... Hey, vous êtes fin. En plus, on vient de te vendre qu'on a préparé de quoi. Là, mes attentes sont rendues ici. Fait que, OK, gars. OK, on va Mais non, s'apprendre. vous êtes fin, c'est cool. Donc, le 9 septembre dernier, le jour de ta fête, hein, au grand plaisir des amateurs de science-fiction, la bande-annonce du film Dune de notre Denis Villeneuve national est sortie et a enflammé les internets, provoquant chez la majorité un sentiment de « je sais fuck all de ce que je viens de regarder ». But I like Mais it j'ai aimé ça. very much, mon Denis. I like it very much. Fait que là, vous allez me dire, mais c'était quoi les chances? Mais voilà, dis pas qu'une semaine avant que Denis drop sa bombe, le petit Matt Genet avait un vieux certificat cadeau de librairie Raffin qui traînait dans son truck. Ça donne que par hasard, il s'était acheté le premier livre de la série. Fait qu'assoyez-vous, les enfants. Mon oncle Matt va vous expliquer de qu'est-ce que c'est ça, Dune. Ah, c'est cool.
Alors, Dune, c'est un roman de science-fiction de Frank Herbert, publié en 1965, qui raconte l'histoire suivante. Alors, environ 22 000 ans dans le futur, on parle d'un esti de futur lointain, là, 22 000 ans, Oui. la race humaine a conquise une vaste portion de l'espace. Parenthèse. Chemin faisant, ils n'ont jamais rencontré de forme de vie intelligence. Au début, je trouvais ça un peu décevant, de la science-fiction, pas d'extraterrestres, puis ces extraterrestres, puis je trouve ça inconcevable que dans l'univers, il n'y en ait pas. Fait que je trouvais ça plate qu'il n'y en ait pas dans Dune. Mais au fil de ma lecture, je me suis rendu compte que c'était peut-être un choix de l'auteur pour garder l'intrigue plus groundée. Dans ce sens que ce qui se passe là, c'est très... On est dans un genre de Star Wars mixé avec Game of Thrones, mixé avec House of Cards. Donc, si tu rajoutes trop de bit weird, je pense qu'on perd quelque chose. Okay. Alors, 22 000 ans dans le futur, la ressource naturelle numéro 1 en termes d'importance commerciale se nomme l'épice. On s'en sert à la fois comme un carburant, mais aussi comme une drogue qui augmente les fonctions cognitives. Nice. Donc, si on fait un parallèle avec la vraie vie, on peut immédiatement faire un parallèle avec notre dépendance au pétrole. C'est un peu comme l'équivalent du gaz. Quand on sniffe du gaz, on sait bien, ça nous allume. Du gaz, tu t'allumes, puis en plus, ça fait rouler les véhicules. Donc, ça fait juste une affaire. Donc, l'épice ne se trouve qu'à un seul endroit dans l'univers, et c'est sur la planète Arrakis, un monde désertique et hostile où la vie est à peu près impossible, sauf pour une gang de nomades, un peuple de badass du désert, fanatiques religieux, qui s'appelle les Fremen. Fait que ça ressemble un peu au Proche-Orient avec le Moyen-Orient. Oui, mais c'est ça que j'allais dire. Dans la vraie vie, là, système impérial, économie, pétrole, nomades fanatiques du désert, tous ensemble égale généralement marde qui pogne. Oui. Ça sent bien, ça veut dire, là. Ça sent bien, là. C'est un peu ce qui arrive dans Dune. Alors, ce n'est pas tout. 22 000 ans dans le futur, l'espace est divisé un peu comme au Moyen Âge, c'est-à-dire en fiefs, qui sont attitrés à diverses familles de sang royal. L'histoire débute quand une de ces familles, la famille du duc Leto Atreides, c'est quand même un pas pire nom, là, j'aimerais ça m'appeler de même, se fait assigner par l'empereur à la planète Arrakis pour superviser la production de cette convoitée substance qu'est l'épice. Alors là, est-ce que tout le monde me suit jusqu'à maintenant? Oui! L'épice, on veut l'épice, c'est parce tout ce que j'ai qu'on retenu. est dans le high concept de science-fiction. Oui, okay. Il y a une planète des épices, steakhouse, puis c'est pas de l'Aden. C'est pas du curcuma, c'est de l'épice. Donc, il y a aussi des méchants, hein, parce que ça prend des méchants dans ces affaires-là. Oui. Alors, le boss des méchants, c'est le baron Vladimir Harkonnen et ses diaboliques neveux, qui sont les précédents occupants de cette planète où il y a l'épice. Hein. C'est comme si, mettons, la Russie avait un pays et que là, il s'était fait enlever le pays qui s'était fait donner à un autre pays. Vous comprenez? Ouais. Mettons, Israël puis la Palestine. Mettons. Genre. Ouais. Alors, eux autres sont pas contents et décident de comploter secrètement pour faire assassiner le fils du duc, le jeune Paul Atreides, qui est un peu comme le Luke Skywalker de l'histoire, mais sauf qu'il est un jeune homme ténébreux aux facultés surnaturelles. OK, c'est un genre de Marilyn Manson sur le moche. Ben là, attends, là, il y a pas... Je pense pas que... Hey, Marilyn Manson, il est-tu ténébreux? Oui. Ouais, barouette, il n'est pas juste ténébreux. Tu l'as pas vu en show dernièrement, toi? Il est mêlé puis fatigué raide, cet homme-là. Là. Je n'ai jamais entendu de rumeur comme quoi Paul Atreides s'était fait enlever des côtes pour s'auto-sucer. OK, bon. Alors... bon. Si c'est ça ton lien, go. C'est là-dessus que tu construis, moi. Construis, Mathieu, construis. Donc, là, ça, c'est la base de Dune. Jusque-là, tout le monde me comprend? Oui. Tout est beau. Là, je vais faire jouer la bande-annonce maintenant que vous êtes, je pense que vous êtes comme level 2 en termes de connaissance de Dune. Là, vous êtes parti de 0 et vous êtes rendu level 2. Alors, je fais jouer la bande-annonce et je vous explique what the fuck is going on in this. Mathieu, tu as très bien décrit. Quand tu me l'as envoyé, la bande-annonce, je t'ai vraiment écrit what the fuck, wow.
C'est ça. C'était vraiment et c'est mondial, là. What the fuck, wow. Tu sais que c'est beau, tu sais que ça va être bon, mais tu ne catches pas ce que c'est. C'est ça. Par chance que j'ai lu le livre pour démystifier tout ça. Alors là, tu ne mets pas la bande-annonce one shot, tu la décortiques. Je vais la mettre, je vais l'arrêter à certains moments. Je vais expliquer un peu pour ceux qui n'écoutent pas. Mais en même temps, ce serait cool si vous pouvez regarder cet épisode-là sur YouTube et voir ceci. Alors, je pèse sur play. Il se passe quelque chose en moi. Quelque chose s'éveille dans mon esprit, je n'ai aucun contrôle dessus. Qu'est-ce que tu as vu? Il se passe quelque chose en moi. Une croisade se prépare. Quelque chose s'éveille dans mon esprit, je n'ai aucun contrôle dessus. Qu'est-ce que tu as vu? Une croisade se prépare. De Paul Atreides. Marilyn Manson? Oui, OK. J'ai parlé de ses facultés surnaturelles. En fait, c'est qu'il a des visions, non seulement de l'avenir, mais de tous les chemins potentiels que le futur peut emprunter. Wow! Donc, pas angoissant du tout. Pas tout. Et dans l'avenir, il se voit dans le désert en compagnie d'une mystérieuse jeune fille. Et il dit, on entend dire, il y a une croisade qui se prépare. Dans le livre, on ne dit pas croisade, mais bien djihad. Donc, on parle d'une forme de guerre sainte. Je repars. Es-tu en train de me dire que pour éviter un petit peu de merde, ils n'ont pas dit le mot djihad? OK, c'est bon, c'est ça, je pensais. Ouais, Denis Villeneuve était bon là-dessus. C'est pas pire, hein? Un beau câble, vas-y. Tu rêves souvent de choses qui se réalisent telles que tu les avais vues? Oui. L'épreuve est simple. Si tu retires ta main de la boîte, tu mourras. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? La souffrance. OK. Merde. La vieille madame voilée qui parle à Paul est une révérende mère Bene Gesserit. Les Bene Gesserit sont une confrérie de religieuses sorcières qui subissent un rigoureux entraînement physique et mental. Paul a été formé pendant son enfance dans cette discipline par sa mère qui elle-même est une sœur Bene Gesserit et il doit passer l'épreuve du Gom Jabbar, c'est-à-dire un examen final qui consiste à mettre ta main dans une boîte qui fait super, super mal. Puis si tu l'échoues, la vieille madame te tue en te plantant du poison dans le cou. Jusque-là, c'est correct? Tout le monde est... Oui. Oui. Fait que moi, ce que je vois, c'est la métaphore de la circoncision puis de la bar mitzvah. C'est ça, Mathieu? On peut dire ça. Okay. J'essaye, Mathieu, j'essaye, hein? J'essaye. Matt est là, si ça te tente. J'offre des pistes aux gens. C'est correct. Alors, je recommence. Tu as hérité une trop grande puissance. Tu as prouvé que ton esprit commandait ton corps. OK. On voit que Paul a également été formé au combat. Ici, il se bat contre Josh Brolin, qui incarne le personnage de Gurney Halleck, qui est un de ses mentors. Là, vous vous demandez, c'est quoi l'affaire qui flash autour d'eux autres quand ils se battent en bleu? Ouais. C'est ce qu'on appelle un bouclier corporel. C'est un genre de champ de force qui bloque tous les objets qui arrivent à haute vélocité. Donc, les guerriers sont formés à l'aide de techniques de combat spéciales pour contrer super rapidement, mais attaquer lentement pour pouvoir percer le bouclier. Donc, si tu veux stabber quelqu'un, il faut que tu bloques ses coups et que tu le stabs très doucement. Très doucement. Ouais, stabber doucement. Stabber doucement. Pour déjouer le bouclier de l'adversaire. Alors, je continue. Il faut apprendre à commander les autres. Une chose qu'aucun de tes ancêtres n'a appris. Mon père gouverne toute une planète. Elle lui échappe. Il en aura une plus riche. Elle lui échappera, elle aussi. OK. On entend la voix de la révérende mère qui parle encore à Paul. Il est question du père, le duc Leto, qui est joué par l'excellent Oscar Isaac. On parle de pouvoir, on parle d'une planète de pouvoir qui échappe. Donc, il y a une menace qui plane sur le pouvoir du duc Leto. Juste comme ça, pour, mettons, les gens qui nous écoutent en voiture et qui font « Hey, j'aurais aimé ça la voir, la bande-annonce. Oui. » Le gars que j'appelle Marilyn Manson depuis le début, imagine-toi toutes les images que tu as vues de Victor Hugo. C'est genre Victor Hugo avec une chemise très serrée.
Puis son père a l'air d'être un vieux hipster qui a un café dans le Milex avec une énorme barbe. OK. Oui, c'est ça, mais ça a l'air bon. Oui, puis les madames voilées, ils ont des genres de centre de table comme chez ta grand-mère, mais noir dans le visage, ça fait un peu peur. Vas-y, Mathieu, pèse supplé. C'est quand même les gens imaginent le style de marde en ce moment. Là. Mais non. 5,50 de budget. Non, écoute, c'est un asti de grand film à gros budget. Puis Denis Villeneuve va tout arracher avec ça, on le sait tout. Là. Alors, je continue. Ah, mon grand! Jason Momoa est en place. Donc, 2 affaires à retenir. 1, il joue le personnage de Duncan Idaho, un autre mentor de Paul, et c'est un des personnages très cool de l'histoire. C'est comme un peu là, le Han Solo, là, je dirais. Et nice. Et 2, Jason Momoa est toujours un solide argument pour que ta blonde accepte de regarder un film super geek avec toi. Fait Vrai? Que vous avez de la munition, messieurs. Alors, je repense ça. Araki, c'est un piège mortel. Tuez-les. Alors, on vient de voir Dave Bautista dans le rôle de Glossu Raban et Stellan Skarsgård dans le rôle du méchant baron Harkonnen. On voit pas beaucoup le personnage de Glossu Raban dans le livre, mais j'ai l'impression que dans le film, ça va être comme celui qui fait office là, de menace un peu plus physique, là, un peu à la Darth Vader, tandis que le baron Harkonnen, lui, c'est comme le fils de pute qui tire les ficelles. Et le baron, c'était celui qui avait l'air d'avoir un tube de gavage par le nez, là. Le baron, c'était un gros gars de côté, là. Oui, il y avait un genre de tube bleu qui rentre dans le nez puis qui va sur le côté comme les enfants malades à Sainte-Justine. Ils ont ça s'appelle des tubes de gavage. Donc, fait que ils ne mangent pas ses légumes, fait qu'ils mettent des tubes de gavage. Ouais. Fait que lui, c'est comme un genre d'empereur Palpatine mélangé avec Donald Trump puis Hitler, mais avec un fort penchant pour les très jeunes garçons. Là, c'est un charmant personnage. Là, c'est un Charles Trenet. C'est un Charles Trenet, mais de l'espace. Oui. Alors, je continue. C'est une extermination en règle. Ils éliminent mes proches les uns après les autres. On va se battre comme des lions. Un animal pris au piège dévorera sa propre patte pour s'échapper. Qu'est-ce que tu vas faire? Je te connais. La madame! C'est la madame qui avait rêvé. C'est ça. À 1 minute 51, on sait qu'éventuellement, la marde va pogner et que Paul va se retrouver dans le désert. Il y a un cover de Pink Floyd fait par Hans Zimmer qui est comme incroyable, qui embarque juste comme quand Paul rencontre pour la première fois la mystérieuse jeune fille de ses visions. Tout le monde me suit? Ah, j'avais ça, là! On continue. Un jour, naîtra un être de légende. Toute une civilisation en dépend. L'avenir, je peux le voir. Je ne dois pas avoir peur. La peur tue l'esprit. Donc, sur la toune de Pink Floyd, on a vu de la bataille, des vaisseaux, du feu. Là, on lit un texte qui dit « Au-delà de la peur, le destin attend ». Bon, il est question de destin, d'un personnage qui va se lever pour rassembler les troupes et sauver le monde. On parlait de croisade, de djihad, de guerre sainte. Est-ce que Paul Atreides serait le Messie tant attendu de ce peuple du désert? Alors, la question reste en suspens. On continue. Monseigneur. Lorsque la peur sera passée, il ne restera que moi. Vite, courez, courez! Mais quelle
quelle est donc cette gigantesque créature qui semble être un hybride entre un esti de gros serpent et un anus? Qui sort du sable pendant que Jason Momoa puis le Victor Hugo courent dans le désert. Seul contre lui. Là, je disais qu'ils n'ont pas croisé de forme de vie intelligente, mais sur la planète Arrakis, il y a des créatures qui s'appellent les vers des sables. Donc, c'est un ver des sables. Déjà que la planète n'est pas super user-friendly. Elle est également peuplée par ces gigantesques créatures qui ressentent les vibrations de pas qui rendent les déplacements à pied dans le désert très difficiles. Mais misère! Je ne sais pas comment ils vont montrer ça dans le film, mais dans le livre, il est question de... les Fremen ont développé une rythmique qui casse le rythme pour se déplacer dans le désert. Donc, je repars ça. À 3 minutes, il est écrit prochainement au cinéma. Ce à quoi je réponds, ouais, ben je veux pas être plate, mais je suis pas certain que ça va pas être reporté à cause de l'asti de COVID. Fait que, en conclusion, je me ferai bref en disant tabarnak, Villeneuve! M'a tout l'air d'un esti de coup de circuit, ça, à un moment donné. C'est tout. C'était mon décortiquage de la bande-annonce. C'est donc ben hot! Fait que là, t'es-tu comme... Super hype? Ouais. Ouais, je suis super hype, là. Nice! Là, 3 semaines, je connaissais... Virgin. J'avais vu le Dune de David Lynch quand j'étais petit. Ouais. Je trouvais que c'était weird. Puis à chaque fois que j'ai réessayé de le réécouter par après, je ne l'ai jamais fini. C'est une très mauvaise adaptation. Je connaissais le livre. Je trouvais que ça avait l'air un peu plate. Puis j'avais vu le documentaire sur Alejandro Jodorowsky, qui, lui, est le premier qui a essayé d'adapter Dune dans les années 70. Ça, je pense que ça va être votre devoir là, de trouver ce documentaire-là qui s'appelle Jodorowsky's Dune, qui raconte tout le processus créatif de quand il a essayé de faire sa première version de Dune. C'est un documentaire incroyable. Mais sinon, si vous avez la chance, lisez le livre. Je suis passé à travers en 2 semaines. C'est quand même 800 pages. Une grosse brique que tu tiens entre les mains, là. Oui, puis tu le lis au début, puis tu sais, il y a beaucoup de jargon, de trucs, mais tu sais, il y a quand même un... Comment on appelle ça? C'est-tu un lexique? Oui, il y a quand même un lexique à la fin qui est quand même bien détaillé. Puis au début, tu sais pas trop de quoi il est question, mais tu es comme hypnotisé, puis c'est comme ça se déplie au fur et à mesure, puis j'ai trouvé ça excellent. Ils t'ont emmené dans un univers que tu connaissais fuck all, puis t'as pas paniqué. Moi, c'est ça que j'aime pas quand j'embarque dans des trucs de science-fiction. Si dans les 25 premières pages, j'ai l'impression que je fais pas partie de ta gang. Puis tu comprends très bien ce que je veux dire par l'écriture de « OK, tu prends même pas le temps de m'expliquer ce que c'est qu'un gargarine. » Puis que là, je me dis, il va-tu me l'expliquer dans 25 pages? Puis là, tu continues même, tu fais, OK, il faut que je prenne pour acquis que je ne saurais jamais ce que c'est qu'un gargarine, mettons. Là. Il y a un peu de ça, mais comme je disais, le lexique à la fin, à chaque fois que tu as comme une interrogation, tu peux aller lire. Le lire, parce que je pense que de trop expliquer déjà que c'est dense, je pense que ça aurait comme ralenti, ça aurait duré comme 3000 pages. Tu sais. Mais c'est un chef-d'œuvre, puis il n'y a pas d'elfes, il n'y a pas de créatures tant que ça. C'est des humains, c'est du capitalisme sauvage dans l'espace. C'est nice. Donc, bravo, Mathieu, bravo. Merci beaucoup. Merci, ça donne le goût. Outrement intéressant, puis j'ai bien aimé l'idée de décortiquer une bande-annonce. Il y a beaucoup de gens qui font ça sur YouTube. Dans le milieu anglophone là, du monde geek, mais je pense que je le ferai à l'occasion. Peut-être que c'est le fun. Celle de Batman. Ah oui, tellement. Hey, vous autres, les gars, vous semblez consommer vos films en français. Est-ce que je me trompe ou vous l'avez fait pour l'exercice de la... Là, je l'ai fait pour l'exercice. Ça dépend de quoi. T'sais. Ça dépend de quoi, moi aussi. Si je vais le voir au cinéma, le cinéma plus proche de chez nous, il n'y a pas de film en anglais. Oui, OK. Là, je vais le voir en français. Des fois, comme chez nous. Chez nous, je suis abonné à Crave en anglais. Fait que je vais aller voir les nouveautés en anglais. C'est comme le dernier Brad Pitt là, qui est excellent, Ad Astra. Je sais pas, t'as-tu vu ça, toi, Joe? Non, j'ai pas vu. Tu vas capoter le film Brad Pitt dans l'espace. Là. Il paraît que c'est fou, hein? C'est incroyable. Ça, c'est le genre de truc que je vois en anglais.
First Man aussi, avec Ryan Gosling. Ouais. Tu sais, moi, il y a certains films que je vais regarder en anglais, surtout les comédies. Une comédie, je préfère la regarder en anglais, à part les comédies des années 90 que j'ai appris j'ai découvert en français. Donc, j'aime bien, je suis nostalgique des regarder en français. Par contre, une comédie, pour moi, le delivery et le timing et le choix des mots fait en sorte que des fois, c'est plus drôle en anglais. Ouais. La traduction, malheureusement, l'échappe sur certaines blagues. Ouais. Et un film de science-fiction ou un film britannique, j'ai énormément de difficultés à suivre en anglais. OK. Je trouve ça trop compliqué parce que je sais pas, je reconnais pas les mots. Puis pourtant, quand je le lis en dessous, si c'est sous-titré, je comprends ce qu'il a dit. Mais si c'est pas sous-titré, des fois, je suis comme, man, c'était quoi ça? Baroque. Et là, je fais juste... Là, je fais, de la musique baroque. Tabarnak! Man, j'ai pas compris son restant de phrase. J'ai compris street baroque puis la madame. Bon, ben, elle doit jouer de la musique baroque. J'ai pas compris que c'est elle qui était là lors du meurtre à la soirée baroque. Tu comprends? Très de grosses nuances. Anglais-français, ça dépend, mais plus en français parce que je suis pas un petit vite. Fait que, Suzy! Moi, l'automne s'en vient, là, je vais m'abonner à Crave, moi aussi. Je m'en viens. Alors, Suzy, c'est à ton tour. Ouais. C'est ton oral. Et là, moi, je suis tout le temps de bonne humeur. Là. Je suis tout le temps... j'ai toujours le sourire. Là, je vais me confier à vous. Mathieu, en échappe sa top tellement il est surpris que je change de sujet ainsi. Non, on y va dans la confidence. Ce soir, je parle à mes chums de gars et je me dis que je ne dois pas être seule là-dedans. Donc, je vous partage ça. Je vous avoue que j'ai eu une petite déprime dans les dernières semaines. Rien de très alarmant. Là, finalement, quand j'ai calculé mes affaires, je me suis rendu compte que j'ai vécu ma peine pile poil les 2 jours de mon SPM. Alors, tout va bien. Sauf que j'ai pas ignoré ça. J'ai décidé de l'écouter, cette petite peine-là. Puis, tu sais, dans le fond, je me rends compte que... Mais premièrement, il faut que je mentionne que mon été ressemble en rien aux étés précédents que j'ai vécu. Tu sais, mon boulot précédent m'amenait à couvrir différents événements musicaux. Donc, je commençais la saison des festivals en mai avec le Santa Teresa, le Puzza Fest, le Métro. Puis, je terminais ça en septembre avec le FME. Donc, j'avais régulièrement des événements qui me permettaient de assister à une multitude de shows live, des performances musicales complètement incroyables. Puis, tu sais, dans un festival, tu peux autant voir le band que tu veux voir en show ou faire des découvertes sympathiques de groupes que tu connaissais pas, que tu t'arrêtes à une scène finalement, puis tu fais « Hey, c'est vraiment le fun! » Puis, quand on a des spectacles live, ben on se laisse aller le body. On danse un petit peu. Oh non, j'ai une amie avec moi. Je suis chez une amie en ce moment, puis là, elle est là, puis elle rit de ce que je suis en train de dire. Mais c'est vrai, tu sais, tu danses un peu, puis je sais pas, mais danser 5 jours par semaine, je crois que ça aide et que ça a un impact sur ton bien-être en général. Pour vrai, là, danser, moi, je suis certaine, je suis convaincue. Tu marches beaucoup aussi quand tu vas dans un festival, c'est d'une scène à l'autre, t'es debout toute la journée, t'es dehors. Ça joue beaucoup sur le moral, oui, c'est sûr. Oui. Après ça, deuxièmement, donc, en plus de la danse, en plus des performances, c'était aussi une belle façon pour moi de rencontrer beaucoup de monde. D'échanger avec des artistes que j'apprécie beaucoup, que j'admire réellement. Mais, tu sais, j'aime bien ça aussi, c'est ça, là, rencontrer du monde. Fait que, tu sais, c'est ça, là, mon point dans le fond, c'est que ça manque d'humain, mon été. Ça manque de rencontres, ça manque de contact d'un ami qui te présente à son collègue, qui te fait frissonner du premier regard. Ce que je veux dire, c'est que je m'ennuie peut-être de me faire cruiser un peu, un brin. Ouais. C'est difficile à s'avouer, mais c'est ça pareil. Et puis l'autre constat que j'avais dans ma petite peine, c'est que, Colin, j'ai tellement hâte d'avoir un partenaire. Le mien à moi, là, tu sais, celui-là que samedi matin, je me réveille puis j'ai dit « Est-ce on va-tu à l'île d'Orléans cueillir des fraises aujourd'hui? » Puis il pack le char, puis tu t'en vas sur un nowhere, puis il embarque avec toi dans ton trip, puis c'est ça que vous faites, tu sais. Tu sais que c'est pas ça qui arrive, hein? Tu sais que c'est... J'ai pas d'enfant, moi, là. Hey, man. On peut-tu juste dormir, Chris, les fraises? Oui, on s'en calisse-tu d'aller cueillir des fraises à l'île d'Orléans, puis s'il le fait, c'est vraiment parce que c'est un début de relation, puis il veut te faire plaisir, parce que je te garantis, Suzy Veilleux, à l'unanimité, Mathieu et moi, on s'est retenus de rire. Et les petits blonds ont du rire de leur bord aussi. 4 gars sur 4 ici qui vont dire « Hey, tes fraises, Christo, elle est dans le cul. »
Ben Mais oui, je mais comprends je me ce que tu crisse veux mes dire. fraises dans le cul, sauf que quand je vais courir après la job, il y a quelqu'un qui partirait le souper. Il y a quelqu'un qui irait faire des ça, je commissions. l'entends. Il y a quelqu'un qui tasserait mon char de bord quand une journée sur deux, il faut que je le tasse parce que Chris, il faut que j'habite sur le plateau. Et puis, c'est vraiment... Là, j'ai l'air de juste me chercher quelqu'un pour faire des affaires à ma place, puis je vous jure que c'est pas ça. C'est vraiment... Je veux dire, c'est un chum, tu veux? Ou parce que je peux te référer une nounou là, ou quelqu'un, là. Tu sais, ça peut te donner un coup de main. Là. Non, mais j'ai hâte d'avoir des projets avec quelqu'un. C'est vraiment ça que je veux. Puis, tu sais, cet effet-là est encore plus grand parce que tout mon entourage est à deux. T'sais, tout se passe à deux. J'invite ma chum à souper, à check avec son chum. T'sais, c'est comme ça que ça se passe maintenant. Tout le monde est en couple, puis là, tu sais, je suis obligée de... Je mentionne ça aux éditeurs parce que vous, je pense que vous le savez très bien. Là, je vis très bien avec moi-même. Je suis super bien. À part mes 2 petites journées d'SPM par mois, là, ma vie est super belle, puis je ne suis pas le genre de personne qui a besoin de quelqu'un pour vivre. Ma vie est belle et bonne, puis j'ai bien hâte de bonifier ça avec quelqu'un, de rendre ça le fun comme moi, je le rendrais finalement dans une relation. Fait qu'avec la pandémie qui prend tout son temps pour disparaître et même qui a l'air pas mal sur le bord de revenir, et les petites journées froides de l'automne, je suis comme pas à veille de rencontrer l'ami de mon ami qui va devenir mon chum, on dirait. Et puis, est obligé de considérer de réinstaller une fucking application de dating. J'ai un très bon pattern avec ça. Je l'installe aux 3 mois, je swipe, je dis rien, je m'en vais. C'est ça qui se passe avec mes applications de T'en dating. profites même pas un peu? Ah non, mais pas du tout. C'est horrible pour moi d'avoir à échanger virtuellement avec quelqu'un que je connais pas. J'ai tellement pas d'intérêt pour ça, ça n'a pas de bon sens. Mais là, faut toujours bien que je m'aide parce que c'est ça. J'aimerais ça, là, de rencontrer quelqu'un dans la vraie vie, mais je sais pas. Fait que là, je me suis dit, mes amis de garçons, vous êtes des bonnes personnes, me semble, parce que vous me connaissez. Je me suis dit que j'avais envie de partager mon profil avec vous. Oh ouais! Je veux que vous me disiez, non, là, t'es trop chic sur tes photos ou t'en mets trop dans ta description. Tu sais, le but, c'est d'être aussi authentique que je le serais dans la vraie vie. Tu sais, c'est vraiment Donc, tu veux qu'on te dise si... Parce que, attends une minute, il y a authentique, mais il faut que tu te vendes aussi, tu comprends? Tu peux pas mettre une photo juste de toi qui se réveille le matin magané, mais tu peux pas mettre une photo de toi photoshopée non plus, tu sais? Exactement. Il y a l'entre-deux. Ouais. Il faut que tu le vendes. Donc, il faut que tu aies l'air d'une fille agréable, le fun. Tu sais, il faut être vendeur. Ouais. Mais je te le dis tout de suite, s'il y a une affaire de fraises à l'île d'Orléans... T'es ta gueule! Non. Je te le dis, enlève-le. Mais non, puis je veux pas aller cueillir des fraises à l'île d'Orléans, là. Pas autant que des pommes à Rougemont, là. Je m'en sac des fruits. J'aurais pu dire, si on n'était pas en pandémie, je vous aurais plutôt dit... je dis à un gars, on va s'acheter des billets pour le show qu'il y a à soir, puis il embarque avec moi. Meilleur exemple, voilà. Oui, alors, puis je sais qu'on a déjà parlé pendant une retenue, on a déjà parlé de ça, puis vous disiez, moi, je serais tellement game d'être là-dessus un petit bout de temps pour le fun. Puis Joe, je sais que tu as full surfé sur les applications cet été pour monter tes chroniques de bisous à Énergie. Fait que, mais la réalité, c'est que c'est rarement épatant. C'est pas vrai que tu as le choix puis que tu es servi. C'est pas mal comme... faut être dans un bon mood un peu là, pour se retrouver là-dessus puis pas se dire « Mon Dieu, je fais partie d'un restant de paquets d'humains spécifiques. » Ben, c'est encore drôle. Mathieu a rencontré je là-dessus puis il fit tellement ensemble, comme ça n'a pas de sens. T'sais, on dirait que je suis comme voir que je ne s'étais pas rencontré avant ces deux-là. Mais, exact. Mais c'est grâce à une puis app. j'ai quelques exemples de couples autour de moi qui sont super beaux, qui ont bien du fun dans la vie puis qui se sont rencontrés là-dessus. Alors, je me dis pourquoi pas. Et puis, je dois remercier aussi mon amie Andréane Hallé. Toujours pratique d'avoir une conceptrice, rédactrice dans la vie autour de soi pour jazzer les descriptions que tu as essayé de mettre toi-même. Elle a comme bonifié le tout. Andréane Hallé, c'est la chanteuse de Irish Moutarde. Ah, bien sûr. Oui, c'est ça. Oui. Je veux voir ça, là, ce beau profil. Ouais, montre-nous ça, ce profil-là. C'est parti, vous avez ça dans notre conversation Messenger. J'ai envoyé une vidéo screenshot de mon profil. Alors, j'aimerais que vous narrez ce que vous voyez de mon profil. On va chercher ça, là. Je m'en vais chercher ça.
Alors, il y a l'application en question. Je peux vous parler de ça en attendant. Oh my l'application. God, cette photo-là, man. Ah, Déjà yes! en partant. Alors, l'application Eh c'est là là! Bumble. Bumble, c'est une application qui est assez standard. Il y a des photos, un profil, des descriptions. Il y a des catégories. Il y a des suggestions de questions et de réponses. Et on swipe à gauche, on swipe à droite. Lorsqu'il y a un match, la fille a 24 heures pour initier la conversation ou le match disparaît. Le gars aura donc 24 heures pour y répondre, sinon le match disparaît. OK. Narrez-moi mon profil. Mathieu, je vais. Oui, vas-y. À part en 2020, c'est certain qu'on se croise dans des shows ou des festivals. Ça, c'est honnête, c'est vrai. Je suis heureuse, ambitieuse, placoteuse et bien d'autres. Là, après ça, il faut que je fasse play, c'est ça? Ouais. Oui, play. D'autres choses qui finissent en euse. Je trouvais ça drôle, Andréa a Ambitieuse, trouvé ça placoteuse et moyen. bien d'autres mots le fun en euse. C'est correct, c'est sympathique. À distance sociale, 1,60 m. Ce que tu es en train de décrire, c'est des catégories, c'est des options qui nous donnent le choix de réponse. Donc, ils vont nous demander êtes-vous prêt à dater malgré le COVID? Donc, la réponse, c'est à distance sociale. Quelle grandeur avez-vous? Quel est votre signe zodiaque? Qu'est-ce que vous recherchez? Est-ce que vous voulez une relation? Rien de trop sérieux. Est-ce que vous voulez des enfants? Quelle est votre religion, votre signe zodiaque, votre... Voilà. Voilà. Parfait. OK. Ben Alors, oui, tu aimerais en avoir, ça c'est correct. C'est toi qui jases, oui, c'est très cute. Oui, la belle photo. Aller boire un verre au parc, bière ou vin à ton choix, parfait. Hein? Dans tes mains, ça. Qu'est-ce que tu veux boire? Ça, parfait, oui, toi qui ris ici, oui. On s'entendra bien si tu as un bon sens de l'humour et un cœur de rocker. Bienvenue au geek. Petite lunette, oui, oui, oui. Oui, oui, c'est des très belles photos, Suzy, que tu as mis là. Ben oui, absolument. Ça, c'est un avantage solide que tu as parce que, tu sais, souvent, les photos, je pense que ça brise bien la glace des belles photos puis des photos qui laissent voir ta personnalité. Ça, je pense que... Oui, j'ai beaucoup de photos où je ris beaucoup parce que je ris beaucoup. Oui, oui. Mais ta plus belle photo ever, je pense que c'est celle que tu as mise sur le dessus avec ton chandail de Boundaries. Écoute, Ouais. c'est moi, ça, c'est du. Il y a celle-là, puis il y en avait une autre sur ton compte Instagram où je te trouvais vraiment belle. Attends, je vais aller stalker. Yes! Bien. C'est bon, ça. Mais c'est tellement pas radio ce qu'on fait. On parle de photos qu'on regarde. Fait que, oui, mais Mathieu, les petits blonds, décris là, les photos. pas Mathieu, mais les petits blonds vont être capables d'ajouter ça sur la vidéo YouTube, je suis certaine. Mais donc, ma question, les gars, moi, je cherche certainement des gars qui ont des intérêts qui ressemblent aux vôtres. Hein? On est des amis, alors j'imagine que je cherche des gars. Alors là, swiperiez-vous à droite? Ben oui. Ben oui. Yes. C'est pas à Léa, c'est à Suzy que je veux l'envoyer. Je m'en allais envoyer une photo de toi à ma blonde. Elle aurait fait, pourquoi tu m'envoies ça, non? OK, alors, je viens de t'en envoyer une où je te trouve vraiment jolie. Ah ouais, t'as tellement des belles photos. T'es chanceuse d'avoir souvent des photographes avec toi qui font en sorte qu'ils prennent des Christy de belles photos de toi. Ça, c'est vraiment un plus. Merci. Celle-là, là, Suzy, je t'envoie ça, là. Et crime puff. C'est laquelle qu'on la décrive un peu là, à ceux qui écoutent? Alors, c'est sur son compte. Suivez-moi sur Instagram. Suivez-la sur Instagram. Elle a une petite camisole blanche, les petits yeux pétillants. C'est une photo, genre, j'ai déposé mon cellulaire et je suis jolie. Non, c'est pas Cloud en face. Alors, Suzy, je viens de t'en envoyer deux. Ouais, qui méritent leur place. Qui méritent leur place. Parfait. Et là, je veux regarder à nouveau. Il y en a une que j'ai faite. Hey, je le sais pas. Parfait. Parce que je trouve que tu te ressembles moins. C'est très important. Parce que c'est ta personnalité, mais je trouve ton visage. Celle que tu es avec nous, celle où tu ris beaucoup. Celle que je ris dans le. Ouais. Je trouve que ton visage ne se ressemble pas. Parfait. Il rit trop, hein? Tu ris trop, tu as comme le nez tout retroussé. Puis je trouve que quand tu ris, tu es plus belle que ça. Fait qu'on dirait que ça porte pas. Ben, en même temps, il y a plein d'autres belles photos sur son profil. Fait que, tu sais,
Faut me rendre humaine un peu et accessible, quoi. Ben oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Hey, j'ai des petites statistiques qui parlent du célibat. Le nombre de personnes qui vivent seules est en hausse constante au Canada et ça depuis plusieurs années. Au Québec, c'est 1,2 million de personnes qui vivent seules. Ça, c'est selon le dernier recensement de 2016. Ça veut dire 17 de la population de 15 ans et plus. Et puis, selon les données rendues publiques dans ce même sondage, il y a plus du quart des ménages canadiens, 28 qui ne comptent qu'une seule personne en 2016, ce qui représente 4 millions de Canadiens. Ça, j'ai lu ça dans Le Devoir. Hey, c'est fou comme stats, 4 millions qui vivent seuls en ce moment. Oui, je me sentais justement moins seule à lire cela. Sauf qu'il faut mentionner qu'il y a beaucoup de personnes plus âgées qui deviennent veufs ou veuves. Alors, c'est pour ça fait qu'ils les comptabilisent là-dedans. Oui, absolument, absolument. Ouais, je comprends, Au Japon, en ce moment, il y a comme un phénomène de super société célibataire. Il y a un moment où la vie de couple ne constitue plus nécessairement la norme. Depuis un moment, c'est plus exactement la norme au Japon. C'est encore moins un objectif. C'est un phénomène qui touche tous les groupes d'âge, mais il atteint des sommets chez les 18-34 ans. Il y a pas moins de 70 des hommes et 60 des femmes au Japon qui sont célibataires. Ça veut dire que si ça continue, en 2035, il y a près de la moitié des Japonais de plus de 15 ans qui seront célibataires. Par choix? Oui, c'est Jean-Simon Gagné qui parlait de ça dans Le Soleil. Alors là, mettons là, que je fais tout. Merci pour l'analyse du profil. J'ai tassé tout mon ego pour faire ça. Alors là, comment ça se passe? As-tu de l'achalandage? C'est tellement bon. Alors là, j'ai un match qui m'intéresse. Ça fait pas longtemps que je là-dessus, là, puis on dirait que je suis pas capable de courir 2 lièvres à la fois. M'a faire un cas à la fois, déjà, j'aille ça. Fait que là, j'ai une conversation qui est très intéressante. J'ai intérêt. Et là, on est rendu au moment où on a dit « Hey, fuck l'application, on est comme pas assidu, puis on va comme perdre le momentum. » Alors, on a échangé nos numéros de téléphone. Et là, on est rendu au moment où on va se dater. Alors là, on s'est dit « On va se voir en fin de semaine. » Alors là, les gars, là, c'est le COVID. Je fais quoi, moi, pour dater un gars en COVID? Il faut que ça reste le fun, il faut que ça reste... Hey, allez passer un test de COVID ensemble. Hey, c'est drôle en tabarnak. As-tu le gag réflexe? Oui, toi, oui. Sinon, écoute, il y a toujours les fraises à l'île d'Orléans. Ouais. Peuvent être un petit hit. À 2 mètres de distance. 2 mètres. Un bon 2h30 de char ensemble là, pour une première conversation. C'est mieux d'être intéressant. Je pense qu'à un moment donné, là, fuck le COVID, esti, là. Tu sais, je sais que c'est peut-être pas très, très conscience sociale, ce que je dis là, mais tu sais, si on n'aura pas le choix, là, je veux dire, si la race humaine doit perdurer, à un moment donné, parce que là, il commence à faire frais. Il fait noir à 7 heures le soir. Fait que aller dans un parc, on va pas passer la nuit à geler puis avoir froid non plus. Est-ce que c'est quelqu'un de la région de Montréal? C'est quelqu'un de la région de Montréal, absolument. Oui. Est-ce que sa propre voiture? Ah, je sais pas. Moi, oui, en tout cas. Parce que sinon, moi, je vais en dire, il y a le Viridi Café, qui est un excellent café pour aller briser la glace. Donc, moi, je pense que le cliché classique, prendre un café puis jaser. Ouais. Parce que moi, je déteste... J'ai été 8 mois célibataire dans les 18 dernières années. Là, fait qu'on s'entend que mes conseils ne valent pas de la merde. Mais c'est le fun de se mettre dans cette position-là. Moi, je me rappelle que j'aime pas aller au cinéma. J'aime pas aller manger au restaurant. J'aime pas aller dans un musée. J'aime pas faire quelque chose avec quelqu'un. J'aime parler avec quelqu'un. Absolument. Ouais. Fait que, tu sais, faire une activité pour meubler 80% du temps qu'on va être ensemble, je sais pas. À la 3e, 4e date, tu vas voir un film, tu vas en partir. Ouais. Hey, Matt, qu'est-ce que tu avais fait avec Jeu? On s'était, nous, on avait, on a chacun des enfants, donc il a fallu qu'on trouve premièrement une fin de semaine où on les avait pas. Donc, on s'est comme donné un rendez-vous comme 2 semaines plus loin. Oui. Puis, tu sais, on l'a respecté, puis on était allé prendre une bière. C'est ce qu'on a fait. C'est ça. Puis après ça, comme tous les deux, on aimait beaucoup les films d'horreur.
les soirs qu'on pouvait pas se voir, ben, ça arrivait qu'on écoutait des films d'horreur sur Netflix, mettons, comme en se textant. Tu sais, hey, OK, je le pars là. Ah, c'est full le fun. On part en même temps. Puis on se parlait de ça. Tu sais. Fait que c'est ça qu'on a fait, nous autres. Comme on est Nice! chez nous pour écouter un film. Et c'est ça qui est arrivé. Et vous Et avez pas écouté le film? Caflouche, cafloche! OK, ah, c'est nice! Et le peu de temps que j'ai daté Léa, qui était quelques mois, moi, c'était les cafés. C'était, on se voit dessus, on va se prendre un café. Et on était assis, puis à chaque fois, je trouvais toujours une excuse pour mettre fin au café. Hey, écoute, je dois aller travailler, même si c'est pas vrai. C'était juste tu te laissais désirer? Non, c'est que je voulais pas qu'on tombe dans le malaise. Parce que je trouve que des fois, il peut y avoir un malaise entre deux personnes qui auraient eu un potentiel. Tu comprends? Ouais. Ben absolument. Moi, je suis quelqu'un de super social. J'ai beaucoup d'entre-gens. Je pense que je dégage une belle énergie. Sauf qu'en date, le moment où tu as l'impression de réciter le CV de ta vie et de tes... Je déteste. Tu sais, il faut que tu parles de toi, mais il ne faut pas juste que tu parles de toi. Ouais. Puis là, j'ai pas l'impression que l'énergie que je dégage en ce moment en jasant avec vous, c'est l'énergie que je vais avoir quand je vais rencontrer un gars. Je vais être plus gênée, Ben oui. je vais être plus réservée, je vais faire attention à ce que je dis, je vais avoir une voix plus aiguë parce que je suis dans le charme pour As-tu, aucune mausine de raison. Essayez de le faire sous forme de chanson. Nice. Man, ça serait drôle en tabarnak. Ah, Hey, c'est un drôle. peu à la crampe en masse, là. Ouais. Avec des harmonies vocaux, là. Ouais. Puis des jeux de mots à la fin de ses phrases. Hey man, ça serait drôle, hein, sacrément. Non, mais je pense qu'au vrai, ouais, mais c'est inévitable. Tu n'as pas le choix d'en parler de ton background, de ton CV Ouais. de vie, tu sais. Absolument. Ben oui, on est là pour apprendre à se connaître en plus, donc parlons de nous. Et puis, en plus, à notre âge respectable, je pense que c'est toi, Joe, qui m'avait déjà dit ça, puis je trouvais que ça avait beaucoup de sens. À notre âge, on décide si on est game de dealer avec le background de l'autre Totalement. et ses shit Ouais. ou pas. Est-ce Qu'est-ce que que ça... vous voulez dire? Est-ce que c'est Développer trop un de shit à notre goût ou pas du tout? C'est qu'à 36, 35, 34 ans, peu importe l'âge que 33. tu as, 33 pour toi, moi 37, OK? Si, mettons, moi et Léa, on avait à se laisser, ben la personne qui va entrer dans ma vie, il faut qu'elle accepte que j'ai maintenant 2 ex. J'ai 2 enfants, 2 gardes partagés. J'en ai un qui a un cancer. J'ai une job instable. J'ai déjà fait une dépression. Plus tu avances dans la vie, malheureusement, T'accumules des shit. plus les shit turn off embarquent dans ta petite brouette. Puis Ouais. malheureusement, ils sont difficiles à... Tu peux pas les faire découvrir au hasard à quelqu'un. « Hey, salut! Hey, j'ai remarqué que tu prends des médicaments tous les matins. » « Ben oui, j'ai fait une dépression, puis à cette heure, je suis médicamenté. » Tu sais, c'est comme... Fait, ah, ben oui, regarde, mon enfant, il a eu un cancer. Ben, je t'en avais pas parlé, ça fait 6 mois qu'on est ensemble. Tu sais, il y a des affaires qu'il faut qu'à passer un certain gap dans ta vie, il faut que tu acceptes plus les shit de l'autre que ses qualités pour être sûr de faire un bon bout de chemin. Et moi, il y avait une phrase qui m'avait vraiment inspiré, et c'est niaiseux de dire ça, et je vous le jure que moi, ça résume vraiment ce que je pense en amour. C'est dans le film Juno. Quand Juno regarde son père et qu'elle lui demande « C'est quoi l'amour? » Il part à rire, puis il dit « C'est quand tu acceptes... Quand tu trouves que même la merde de l'autre, quand il laisse la porte ouverte après avoir été aux toilettes, sent bon. » C'est d'accepter que l'autre merde sent bon ou des fois l'autre merde a pu. Tu comprends? C'est accepter que l'autre va chier. Tu comprends? Ouais. C'est ça la vie. C'est que l'autre va chier chez vous, ça va puer. Mais mettons, la métaphore de tout ça, c'est que dans les films, on a tellement été bullshittés dans des films d'amour puis dans des comédies romantiques. Puis c'est pour ça que je pense qu'il y a autant de célibataires en ce moment. C'est qu'on s'est tellement fait vendre une version de l'amour qui n'existe pas. Dans un film, on voit le bout où il y a cruise, le bout où elle reçoit la cruise. Après ça, le bout où elle court un peu après, le bout où elle parle à ses amis. Mais il y a du montage, tu comprends? Il y a un rythme qui te le vend. Il n'y a pas le bout malaisant où il a failli tomber en enlevant ses souliers dans l'entrée, tu comprends? Il y a pas... Oui, il s'est cassé les côtes en rentrant. Oui, en rentrant. Ah, ok, ouais. S'il y avait un film qui pourrait comme bien illustrer, je pense, ce serait Blue Valentine. Ah, si, oui, man. Où on voit tous Les mauvais côtés d'un couple. Oui.
le beau comme le vraiment laid, tu sais. Blue Valentine, quand je l'ai regardé, j'étais en train de me séparer avec Caro. Ouais. Et le soir, moi, je venais de me prendre un appartement à Montréal. Puis les deux, on était 9 ans ensemble avec un enfant. Fait que quand tu te laisses, ça, c'est en pleurant dans une entrée de maison à faire « Écoute, qu'est-ce qu'on fait? » Elle a fait hey, « Écoute, va à ton appart, laissons 2-3 jours passer. On se texte pas, rien, puis on se reparle dans 3 jours, voir où est-ce qu'on en est tous les deux. » J'ai fait « Parfait. » Je suis parti et moi, mon exutoire, c'est des films. Tu sais, c'est de regarder des films pour pouvoir m'endormir le soir quand j'étais tout seul à mon appart. Et je vais me chercher Blue Valentine en ne sachant pas du tout ce que c'est. Je sais juste que tout le monde m'a dit « C'est tellement bon, man! » OK. J'ai regardé ça, puis j'ai fait « Hey, mon couple est fini. » Mon couple est fini, puis c'est pas grave. C'est comme ça. Mais c'est ça. Dater dans la vingtaine, c'est dater en charmant l'autre. Puis dater dans la trentaine, c'est accepter que l'autre a eu un passé, a eu peut-être un enfant, a eu des amours, a peut-être eu des tripes à trois, a peut-être eu des... Il y a tout un background que tu n'as pas au début de la vingtaine, lorsque souvent les gens se rencontraient dans ce qu'on appelle un couple normal, tu sais, entre guillemets. Fait que je pense que tu es plus à l'étape... Tu sais, vous deux, vous êtes... Tu sais, comme mettons, Matt, j'étais vraiment content quand tu t'es casé. Parce que je te cacherai pas que quand un de tes meilleurs chums se sépare, il y a 2 enfants, c'est pas un gars qui est à Montréal qui va voir beaucoup de spectacles, qui va voir beaucoup de gens, qui a un gros cercle d'amis, il y a toujours les mêmes chums depuis comme 10-15 ans. Tu fais, dude, comment on va y présenter quelqu'un? Comment qu'il va... Tu sais, je dis pas que je m'inquiétais tant que ça pour toi en pleurant dans ma douche, mais j'ai vraiment fait comme, je trouve ça poche que, tu sais, toi puis Chris, c'était fini, puis que c'était 2 amis que j'aimais beaucoup, mais c'était, mais on va présenter... What's next? Ouais, what's next pour eux autres, ouais. tu sais? Je vous voyais faire un bon bout de temps. Quand Jay est arrivé dans ta vie, puis c'est toi qui m'en as parlé, puis tout, j'étais comme OK, nice. J'avais peur que ce soit un rebound au début. Ouais. Tu sais, à notre âge, ce qui serait typiquement normal. Et tu m'as présenté elle, puis j'ai fait holy shit, c'est la fille que ça te prenait depuis toujours, man. Nice. Mais Suzy, le jour que tu vas nous présenter ton chum, ben, on va catcher en faisant hey, c'est le doute que ça y prenait depuis longtemps ou pas, puis on va faire un clin d'œil en faisant hey, couche avec, il paraît bien, mais des câlisses. Oui. mais toi, Suzy, qu'est-ce que tu penses de ça, la notion d'accepter les shit? Est-ce que c'est quelque chose que... T'es-tu préparé à ça? Est-ce que c'est quelque chose que tu dis, OK, c'est ça la réalité, je suis prête? Oui, vraiment, absolument, en fait. Puis je pense que, justement, les dernières années où j'étais célibataire, j'ai vécu le deuil de mon père. Hein. C'était peut-être pas ma priorité de rencontrer quelqu'un au plus sacrant. Fait que, tu sais, il y a eu des... Mais les différentes rencontres que j'ai eues, les personnes qui ont marqué cette période-là, justement, c'est ça, là, avaient des conditions, des shit, comme on dit. Puis c'est ce qui faisait que ça pouvait aller plus loin ou pas. Puis je pense que c'est un peu ça. Puis, ouais. Mais tu sais, serais-tu prête à rencontrer un gars qui a déjà 2 enfants? Qui veut pas d'enfants, mais que c'est le coup de foudre? Tu fais faire comme tabarnak, je veux des enfants, moi, en plus, tu sais. Tu sais, y a-tu des shit que tu es prête à laisser passer rendu dans la trentaine? C'est certain que oui. Mais avoir des enfants, je sais, il faudrait vraiment que ce soit un esti de match pour que je passe à côté de ça consciemment, volontairement, puis pas en me disant je vais le faire changer d'idée plus tard. Parce que j'ai 2 bonnes amies en ce moment qui sont dans cette situation-là. J'ai une amie qui est plus en amour que jamais, qui est dans un couple vraiment heureux et qui doivent mettre fin à ça parce que lui a eu ses enfants, sa famille. Elle veut être mère. Puis elle ne pourra pas l'être dans cette relation-là. Et puis, tu sais, tu vois, ils ont mis fin à leur relation en février. Puis là, quand le COVID a commencé, ils ont dit « Hey, fuck off, on vit dans le déni encore un bout, ça sera pas long. » Tu sais, t'as peu, là, on a besoin un de l'autre en ce moment. On s'aime, on se complète, on est un team. C'est juste une question d'enfant. Hein? Oui, absolument. Fait que... à suivre à ce niveau-là. Moi, je pense que c'est vraiment important pour moi. Puis je pense que je suis à l'aise d'être upfront là-dessus. Pour le reste, tant que t'es le fun, puis tu me fais rire, puis que t'es intelligent, puis que t'as de la drive minimalement, ça peut être bien le fun. Puis, mettons, la question personnelle. Ouais. Est-ce que, mettons, tu trouves un gars, est-ce que tu vas lui dire, là, les enfants,
J'ai 33 ans. C'est dans 6 mois et je veux tomber enceinte. Non, vise pas le nombril, mon homme. Lève-moi les chevilles C'est jusqu'à ça. tes oreilles parce que je veux tomber enceinte. Ah, ça, non. Je pense pas qu'on peut décider de ça non plus, là. Je pense que c'est quelque chose qui se décide à deux. Puis, moi, ça fait longtemps que j'ai hâte d'être mère, puis que je l'assume, que je le sais. Moi, je vois des enfants, naturellement, je suis attirée par eux. J'ai bien hâte. Mais moi, j'ai pas l'horloge qui fait tic-tac tant que ça, sauf quand je ressens de la pression à ce niveau-là. Et là, je vous raconte un petit fait vécu. Je l'ai sur le cœur, mais je sais que c'était vraiment pas fait méchamment. Mais bon, mes copines sont toutes à leur deuxième ou à peu près, tu sais. Non, pas tout le monde, mais je veux dire, j'ai une bonne gang là, qui est à son deuxième en ce moment. Et puis, on se fait des chalets puis des regroupements où on est plus nombreuses. Puis, il y a une amie, Janie, elle demande toujours, on fait un tour de table, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va mal? Go! Puis, elle a un terme spécial pour ça. Puis, on essaie de faire un petit tour de table pour s'informer de tout le monde. Qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va mal? Et puis, très maladroitement, j'ai une amie qui a dit « Mais toi, Suzy, là, tu sais, t'as 32, tu vas-tu te faire congeler des œufs bientôt? » Mais la réponse, c'est non, parce que ma conception d'avoir des enfants, pour moi, ce qui est le plus important, c'est de fonder une famille. C'est pas d'avoir un bébé. C'est pas vrai qu'à 39 ans, je vais dire, bon, ben, je me décongèle un œuf puis je me fais ça tout seul. C'est pas ça que j'ai envie. C'est pas comme ça que j'ai envie d'avoir des enfants non plus. C'est d'essayer d'avoir une famille autour de ça. Fait que, puis, tu sais, il y a personne qui choisit rien puis on peut pas prédire l'avenir et quoi que ce soit, mais c'est ça. Moi, j'ai pas envie d'avoir un enfant à moi toute seule. Fait que fuck le congelage d'œufs. Puis si je rencontre l'homme de ma vie plus tard, ça va être comme ça. Puis je serai pas moins heureuse pour le reste de ma vie. Puis ça, je le dis d'expérience. Mes parents se sont rencontrés bien sur le tard. Ma mère m'a eu à 43 ans et mes parents n'étaient pas moins heureux. Et ils étaient très amoureux, puis c'est juste la vie qui a décidé que c'était comme ça. Sauf que là, je sens une petite pression. Ma mère a rencontré mon père à 35 ans. Faudrait pas que je fasse ça plus tard qu'elle. Mettons, cette année serait une bonne année, là. Je vais te le faire dire. Ben, Suzy, de tout cœur, moi et Mathieu, on te souhaite de trouver l'amoureux de ta vie. Merci! Un tripeux de musique qui va te suivre dans tes festivals, tes ramassages de fraises à l'île d'Orléans. À la Kamouraska, bref, tout ce que tu aimes faire. Je te souhaite vraiment, tu es une bonne personne. Puis, messieurs qui entendez. Oui, c'est ça. On part un speed dating offline. Let's go. Maintenant. Puis, je veux dire, elle n'est pas désespérée non plus. Là. Elle va pas prendre n'importe qui. Ça, là, je le souligne vraiment beaucoup. Tu sais, c'est ça, c'est que me cherche pas un chum, me cherche un partner. Je sens que tu vas recevoir du inbox suite à la... Slide into my DMs! All right! Hey, c'est ce qui met fin à notre épisode d'aujourd'hui. Et puis, pour ceux qui sont membres Patreon, vous allez pouvoir nous suivre en retenue. On s'en va parler des clubs échangistes. Yeah! Alors, Mathieu, as-tu déjà été dans un club échangiste? Ouais. C'est moi, monsieur le professeur. Et moi aussi, j'ai déjà été dans un club échangiste. Donc, on va discuter. Suzy, as-tu déjà été dans un club échangiste? Non! Non? Eh bien, on va te dire... Me donner le goût? Te donner le goût. C'est ça que t'allais dire, hein? Peut-être que non aussi. Peut-être que non, c'est ça. Le meilleur gag que j'ai entendu de club échangiste, je le dois à Thomas Levac, l'excellent humoriste que j'aime beaucoup. Thomas Levac avait dit « Allez au club échangiste ». Écoute, c'est pas comme dans Eyes Wide Shut. Les gens qui sont là, c'est un peu comme si... c'est comme un peu les gens de la place Versailles, mais tout nu à 3 h du matin. Oh my God! OK, on parle à la tourne des remerciements là-dessus, je pense. Bonjour les enfants. Oui, c'est moi, monsieur le professeur. C'est le moment que vous attendez tous. C'est l'heure des remerciements.
Merci aux petits blonds de produire ce bon balado. On espère que vous trouvez ça bon. Philippe Julien Bougie, Clément Hamelin, merci les petits. Merci aux marmottes aplaties pour ce magnifique thème qu'on entend en ce moment. Et moi, je peux te dire merci à mon bon chum Vincent Dargy pour la musique. Mais Oui. les sarcastiques aussi qu'on entend, la très cool chanson au début de nos euros. Hey, si vous aimez ce que vous entendez, mettez donc un petit 5 étoiles, peu importe la plateforme de laquelle vous nous écoutez. Un petit 5 étoiles, ça nous aide toujours à faire découvrir le balado qu'on a beaucoup de plaisir à faire pour vous. Et ce balado a un logo. Il a été dessiné par Rosie Blondie Dessin. Merci beaucoup, Rosie. Et vous pouvez maintenant le trouver sur des masques. Oui, parce que c'est la pandémie puis que nous, on a trouvé une façon de financer nos consoles et nos micros et tous nos cossins avec des magnifiques masques, avec notre magnifique logo de petit squelette avec un sac à dos. Alors, viridi.com, vous pouvez vous les commander en ligne. On va vous mettre ça sur notre Facebook, notre Instagram, notre TikTok. Non! Non! Fuck TikTok! Fuck TikTok! All right. Hey, merci à vous d'être là de semaine en semaine. Vous êtes un magnifique public. Vous nous écrivez. Tout le monde nous écrit. Vous êtes vraiment fin. Je vous aime. Merci, Mathieu, d'être ce que t'es. Merci, Suzy, d'être ce que t'es aussi. Hey, toi, tout, merci d'être ce que t'es. C'est pas mal le fun. Hey, merci aux petits blonds d'être ce qu'ils sont. C'est ça. Peace out. On se voit en retenue. On s'en va parler de Club échangiste. Bisous!